create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bonjour et bon matin. Comment allez-vous? Mais non, c'est pas assez d'énergie. Bonjour et bon matin! Hey, c'est ça, on se réveille, on a pris un café ou on en prend un. Bonjour, mon nom est Armand Afkami. Bienvenue à la 6e édition de MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Je vais être des vôtres toute la semaine et c'est un plaisir d'être de retour ici à la barre de l'animation d'MTL Connect. Cette année, nous allons traiter de la grande thématique de la métamorphose sous 4 grandes thématiques. L'intelligence artificielle, évidemment, c'est d'actualité. On va vraiment creuser dans ce sujet. Culture et créativité. Nous allons également parler de la cybersécurité et l'éducation et l'inclusion numérique. Alors, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite inviter le directeur général du Printemps numérique, Mehdi Benboubaker, à nous dire quelques mots. Mehdi. Merci. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis toujours perturbé quand j'ai quelque chose écrit parce que j'aime ça. Adlib, ne me remercie pas Philippe. Mais par contre, je vais les garder écrits parce que c'est important ce qui est là-dedans. Mais avant ça, je souhaitais juste dire un grand merci à tout le monde. C'est toujours une grande course, hein, monter MTL Connect. C'est une année de préparation. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations collaborent. Un immense merci à tous nos partenaires. Une mention peut-être particulière à l'équipe de SIAM et du ministère de l'économie pour tout le support qu'il nous donne. Également au ministère de la Culture aussi, où leur présence est énormément présente aussi, à la ville de Montréal également. L'UQAC nous accueille depuis quelques années, je souhaite le mentionner. L'UQAC est à Chicoutimi, mais l'UQAC est à Montréal et à Sherbrooke. donc voilà, on aura le plaisir d'écouter le recteur de l'UQAC tantôt. Donc voilà, mais également un immense merci à mon équipe et au conseil d'administration sans lesquels on ne sera pas là aujourd'hui. Je reviens au texte. Donc, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, marquée par l'ascension de l'intelligence artificielle. Cette métamorphose numérique ouvre des perspectives, comme dit ChatGPT, fascinantes, et promet des innovations qui transformeront nos sociétés de manière profonde et durable. Cependant, pour que ces transformations soient véritablement bénéfiques, il est essentiel de mieux comprendre les implications de l'IA, notamment ses impacts directs sur la vie de nos citoyens. L'IA peut être un moteur de progrès, mais elle soulève également des questions cruciales liées à l'éthique, à la protection des droits et à l'inclusion. C'est pourquoi, au Printemps numérique, nous nous engageons à promouvoir un numérique responsable, inclusif et durable, un numérique qui place l'humain et le bien commun au cœur de la technologie. C'est dans cet esprit de responsabilité que je souhaite commencer en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie d'un territoire ancestral non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk, en tant que gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. La Tiohtià:ke, également connue sous le nom de Montréal, est historiquement un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée continue de résider ici aux côtés de nombreux autres peuples qui, à travers les siècles, ont trouvé sur ce territoire un accueil chaleureux.
Nous rendons hommage à cette tradition d'hospitalité et nous nous engageons à soutenir, promouvoir et honorer la voix et les valeurs de la nation hôte. Je tiens également à saluer chaleureusement la présence des participants du programme Jeunes Ambassadeurs Autochtones, une initiative du Printemps numérique visant à renforcer les capacités des jeunes des Premières Nations. Ces jeunes sont ici à Montréal Connect pour s'inspirer, échanger et contribuer à imaginer un numérique au service des communautés. Voilà. Vous comprenez que je voulais vraiment ne rater aucun mot de là-dedans. Merci pour votre présence encore une fois. Je cède tout de suite la parole à Philippe Baudouin. Philippe est membre du conseil d'administration sortant, mais comme j'aime le dire, éternel ambassadeur du Printemps numérique. Philippe a beaucoup influencé le développement de l'IA à Montréal. Il est chercheur, il est entrepreneur. Philippe, à toi le plaisir d'ouvrir le bal. Merci beaucoup, Mehdi. Ça me fait un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, j'ai mes notes, je vais les lire. Mais avant, je voulais souligner que c'est la 6e édition. Et je crois que ça fait à peu près 6 ans, donc ça me rappelait que je suis là depuis presque les tout débuts, au conseil d'administration, depuis presque les tout débuts de MTL Connect. Et c'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour dire quelques mots. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, Monsieur le ministre Kerr, Madame Popeanu, Monsieur le consul général, distingués invités, chers partenaires et participants à MTL Connect, bienvenue officiellement à cette 6e édition. Un rendez-vous incontournable qui redéfinit notre manière d'interagir avec le numérique. Et c'est aussi une occasion de réfléchir ensemble à l'avenir qu'on souhaite façonner à travers le numérique. Donc, je tiens d'abord à exprimer ma gratitude à M. Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, et à M. Beauchesne, directeur du NAD, pour leur accueil dans cet superbe espace d'innovation et de créativité. On vit aujourd'hui une métamorphose. Le numérique, ce n'est pas seulement un outil, c'est un levier puissant qui est capable d'influencer, de transformer nos sociétés, autant sur le plan économique que sur le plan social et environnemental. C'est cette métamorphose-là, précisément, que MTL Connect, aujourd'hui, en 2024, on explore. On va le faire à travers des discussions qui vont nous amener à repenser les enjeux fondamentaux, comme l'intelligence artificielle, mais aussi la cybersécurité, la créativité artistique, l'éducation et l'inclusion numérique. Ce sont des thèmes qui sont forts à Mehdi, je sais, forts au Printemps numérique, et je suis très content de les voir aujourd'hui avec autant d'importance. Donc, cette année, on a l'honneur d'accueillir des experts de renommée internationale, M. Hugues Bersini, Anna Semendo, Anna Schvetz, Valérie Doyle, parmi beaucoup d'autres. Leur expertise et leurs perspectives vont être essentielles pour enrichir nos échanges. Et je suis également ravi de souligner que la France est notre pays invité d'honneur pour cette édition. Ensemble, avec le ministre de la Culture du Québec et celui de la France, on va aborder des défis majeurs du numérique, notamment à travers le 4e rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones. Un thème qui m'est particulièrement cher étant donné mes intérêts actuels. On va renforcer également nos liens avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment grâce à notre collaboration avec le Centre Jacques-Cartier qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Ces partenariats-là illustrent à quel point l'innovation numérique va transcender les frontières et on est heureux d'encourager cette collaboration internationale. Je ne saurais mentionner la mise à l'honneur de la France sans souligner les collaborations fructueuses avec le Consulat général de la France à Québec, Nantes Métropole, Garges-les-Gonesse, j'espère que je le prononce comme il faut, et Cube Garges et EdTech France Business FR, ainsi qu'une délégation corse et le territoire d'outre-mer. MTL Connect, c'est avant tout une plateforme de partage de connaissances et de création d'opportunités. L'année dernière, 24% des participants sondés ont noué des partenariats fructueux avec une moyenne de 130 000 $ par entente. Cette année, on espère que ces collaborations-là seront encore plus nombreuses et plus stratégiques, plus impactantes. L'art numérique occupe aussi une place spéciale dans notre programmation. C'est un peu pour ça qu'on est ici au NAD. On propose donc un parcours interactif ici, à l'école NAD-UQAC, ainsi que des visites technoculturelles à travers Montréal, en partenariat avec le ministre de la Culture du Québec.
Nous avons également l'honneur d'accueillir des curateurs internationaux, et là, attachez vos tucs, venant de New York, Paris, Bruxelles, Séoul et bien d'autres grandes villes pour découvrir la vitalité créative de notre métropole. Ne manquez pas non plus de visiter le dôme immersif du PN au Complexe des Jardins. Je pense que c'est à chaque année, on l'a et à chaque année, ça m'impressionne. On va avoir des œuvres en 360 qui sont accessibles gratuitement au grand public jusqu'à la fin de semaine prochaine. C'est une expérience unique que je vous invite à aller vivre vous-même et à partager avec vos proches. Et finalement, on met à l'honneur les régions du Québec cette année avec notamment une visite au Saguenay qui va constituer un moment fort de cette édition. C'est l'occasion pour nous de montrer que l'innovation numérique rayonne au-delà des grands centres urbains et contribue également au développement des régions. Chers invités, nous sommes à un tournant décisif. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un futur numérique plus inclusif, plus durable, plus résilient. Un futur qui va valoriser à la fois l'innovation technologique et mettre l'humain au centre. Je vous souhaite une très belle édition de Montréal Connect 2024, inspirante, riche en découvertes et en collaboration fructueuse. Merci. Alors, merci beaucoup, Philippe. J'aimerais tout de suite inviter le recteur de l'Université de Québec à Chicoutimi, Ghislain Sanson. Merci, Ghislain. Merci. 1, 2. Alors, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de venir faire ce mot aujourd'hui. Alors, cher Mehdi, M. Philippe Baudouin, M. Kerr, M. Lamourou, Madame Magda Poinou, chers élus, invités, participants, participantes, chers collègues de l'UQAC. Alors, réglons quelque chose immédiatement. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un vaste territoire pour ceux et celles qui vont découvrir vendredi. 5 heures de voiture d'ici ou d'autobus. Alors, les premiers flocons de neige sont tombés cette semaine. On parle de 9 cm de neige dans la réserve des Laurentides. Alors, est-ce que la neige sera fondue d'ici vendredi? On verra bien. C'est avec un immense plaisir que je participe au coup d'envoi de Montréal Connect en vous souhaitant la bienvenue dans les murs de l'école NAD de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un lieu tout désigné pour accueillir un événement aussi important comme celui qui met en lumière l'innovation technologique et les collaborations qui en découlent. À titre de partenaire majeur de cet événement, nous sommes fiers de soutenir une initiative qui rassemble des entrepreneurs audacieux, des personnes d'une grande intelligence naturelle, là vous êtes supposé de rire à ce stade-ci, intelligence artificielle, intelligence naturelle, et des leaders de partout qui agissent dans les sphères économiques, sociales ou encore culturelles de leur milieu. Je suis convaincu que la créativité sera au rendez-vous toute la semaine et que les rencontres riches et stimulantes. L'Université du Québec à Chicoutimi a choisi de s'inscrire à titre de partenaire majeur de Montréal Connect parce que les thèmes qui y sont abordés sont au cœur de la transformation de nos missions. En effet, plus qu'un simple outil, l'intelligence artificielle transforme quasi en continu la manière dont nos communautés enseignent et apprennent. Objet de recherche en soi, elle s'impose également comme incontournable dans tous les pans de réalisation de nos activités d'enseignement et de recherche, soulevant des questions éthiques, morales, voire sociétales. Je suis aussi profondément interpellé par les enjeux que la littératie numérique, thème que nous retrouvons également au programme. Dans un contexte où l'information abonde, savoir évaluer, analyser et utiliser les données de manière critique est une compétence plus que jamais essentielle que nous devons tous et toutes développer. En permettant à notre communauté étudiante de développer ces compétences, nous contribuons à en faire des citoyens et des citoyennes éclairés et aptes à prendre les meilleures décisions dans cette ère numérique qui ne fait que commencer. Le développement durable de nos sociétés est désormais corrélé au développement technologique qui s'effectue à vitesse grand V. Et il est important de réfléchir collectivement au sujet de son impact sur le bien commun et sur des manières de s'inscrire dans une démarche inclusive. Bref, de belles journées de formation, d'information et de débat qui s'annoncent. Je tiens à remercier les organisateurs, les partenaires, les participants et participantes, en présence comme à distance, qui vont contribuer à faire de Montréal Connect
un événement avec un grand succès. Merci à tous et profitez bien de cet événement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ghislain. J'aimerais maintenant vous inviter à visionner ce message qui nous a été envoyé par Francky Trichet, qui est le vice-président de Nantes Métropole Innovation numérique et Relations internationales. Vidéo. Bonjour Montréal. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, je suis en t-shirt. Vous malheureusement, je sais que vous êtes un peu plus couverts. Bref, blague à part, bienvenue. Je suis vraiment très frustré de ne pas être avec vous aujourd'hui. Mehdi, encore une fois, mon ami Mehdi, un grand clin d'œil. Et encore une fois, je sais que tu es pas loin, dont d'ubiquité, mais dans l'espace temporel, tu es maintenant à Montréal. Nantes, Montréal et Nantes, c'est vraiment une histoire de famille, une histoire d'engagement et de valeur sur le numérique. Un numérique qu'on veut socialement, écologiquement et éthiquement responsable. Je sais qu'on partage ces valeurs fondamentales avec toi, Mehdi, et avec toute la communauté montréalaise. Nous étions d'ailleurs avec Joanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, il y a quelques semaines avec une grosse délégation nantaise, des entrepreneurs, des chercheurs, des associations, pour aller justement échanger sur ces enjeux du numérique responsable, pour pouvoir toucher du doigt un peu les contraintes que vous avez, que nous n'avons pas, travailler sur l'inclusion et la médiation, bref, toutes ces valeurs qui font qu'on forge ensemble une histoire entre deux territoires. On n'a pas les mêmes contraintes, mais je crois qu'on a effectivement une même destinée ou un même destin en commun sur ces enjeux. En tout cas, moi, je suis ravi de pouvoir continuer à échanger entre la Nantes Digital Week et Montréal Connect, et surtout à se projeter dans l'avenir, mobiliser les jeunes, et puis traiter ces sujets majeurs que sont aujourd'hui la cybersécurité. On le voit, la France a accueilli les Jeux Olympiques. On a eu quelques attaques, il faut s'en méfier, il faut s'emparer. De fait, la médiation, l'inclusion, de fait, l'intelligence artificielle, qu'on veut la plus éthique, la plus responsable et humaine. Donc ces enjeux-là, avec la créativité, les industries culturelles et créatives, on les partage avec Montréal. Et je crois qu'on n'est pas prêt, effectivement, de ne plus se voir. En tout cas, je vous envoie un petit morceau de soleil et bon festival à vous tous. Pas à se plaindre, je pense qu'on a eu quand même un beau fin d'été. Là. Il commence à faire un peu froid, mais c'est pas si pire qu'il pense ici à Montréal. Ah, merci, Francky. Alors, j'invite tout de suite Mme Hélène Drainville, secrétaire générale de l'OFQJ Québec et PDG de Logic. Hélène? Merci beaucoup, Monsieur le Consul général, cher Éric, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général du Printemps numérique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en tant que PDG de Logic, les Offices jeunesse internationaux du Québec, c'est avec plaisir que je me joins à vous ce matin. Cette fonction, je l'occupe depuis 3 mois. Ça fait aussi de moi la secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qu'on appelle communément l'OFQJ. J'en profite donc pour saluer non seulement les jeunes de la délégation québécoise, mais aussi la délégation soutenue par la section française de l'OFQJ. Je salue également les jeunes représentants de la Wallonie-Bruxelles, soutenus par le Bureau international Bureau international jeunesse de Bruxelles, qui est notre 2e partenaire à Logic. Depuis 56 ans, Logic a soutenu plus de 160 000 jeunes Québécois dans la réalisation de leurs projets de mobilité. Depuis 1968, notre équipe contribue à favoriser le développement professionnel et personnel des 18-35 ans en leur permettant de réaliser des programmes de mobilité et d'échange aux effets durables, non seulement à l'international, mais aussi dans les autres provinces et territoires du Canada et même intra-Québec. Notre soutien permet aux jeunes de déployer leurs ailes partout dans le monde. L'an dernier, les 6 000 participants et participantes à nos programmes se sont rendus dans 90 pays. Ils y ont réalisé des projets entrepreneuriaux, des projets culturels. Ils se sont donc rendus, c'est ça, dans 90 pays. Ils ont réalisé donc entrepreneuriaux, culturels, se sont
épanouis également comme citoyens engagés. Ils sont également allés compléter leur formation académique afin de revenir plus outillés. Ils se sont inspirés partout dans le monde des meilleures pratiques, ont partagé leurs bons coups, leurs difficultés avec des semblables partout sur la planète. Dans tous les cas, et nous en sommes fiers, ils reviennent plus riches et contribuent ainsi au développement de la société québécoise. Personnellement, j'arrive de France il y a une dizaine de jours où je coordonnais pour le Québec le sommet de la francophonie et j'assistais comme secrétaire générale de l'OFQJ à mon premier conseil d'administration. Je vous confirme que la relation franco-québécoise est bien vivante et se porte très, très bien. Et notre jeunesse, je vous le confirme également, y est au premier plan. J'ai vu des jeunes francophones du monde parler d'innovation, affaires et technologie dans la même langue, avec les mêmes ambitions, mais aussi avec les mêmes défis face à une concurrence mondiale qui ne leur fait pas de cadeaux. J'ai échangé avec des jeunes Québécois qui représentaient le Québec. J'ai été impressionnée par leur discours, leur force et leur volonté de trouver des solutions concrètes aux grands défis de notre société. Je souhaite à tous ces jeunes-là beaucoup de succès, qu'ils aient une voix cette semaine, qu'ils soient entendus parce que notre jeunesse, c'est l'avenir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et de très bons échanges. Merci. Alors, merci beaucoup, Hélène. On enchaîne. J'aimerais tout de suite inviter notre prochain invité sur scène. Donc, il est le consul général de France à Québec. J'invite maintenant Éric Lamoureux. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et très honoré puisque c'est un cru particulier, Montréal Connect 2024, avec mon pays à l'honneur, donc je vous en remercie beaucoup. Et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je vais rappeler en quelques mots, faire quelques remarques introductives sur la stratégie française dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, en France comme ici, au Québec et plus largement au Canada, nous sommes évidemment pleinement conscients que les horizons ouverts par l'intelligence artificielle sont d'ores et déjà à l'œuvre et en train de bouleverser nos sociétés et nos vies avec leur lot d'opportunités, mais aussi de défis. Je pense à notre quotidien immédiat, nos besoins essentiels comme la santé ou l'éducation, dont on peut attendre plus de la révolution numérique. Je pense encore aux nouvelles urgences de notre monde contemporain, la lutte contre le changement climatique et la décarbonation de nos sociétés, mais je pense aussi aux nouveaux défis qui sont posés dans les domaines stratégiques et de défense, à un moment donné où malheureusement les conflits se multiplient autour de nous. Pour mon pays, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle a été lancée en 2018 et elle a d'abord permis de structurer l'écosystème de recherche et d'innovation nationale. C'était son premier objectif. La phase 2 a été lancée en 2022 et elle vise au renforcement de la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'économie et à accroître le nombre de talents dans des domaines que l'on juge prioritaires, tels que l'intelligence artificielle générative, la transition des secteurs culturels et une intelligence artificielle respectueuse des normes de transparence. Et nous avons quelques résultats. On compte à ce jour plus de 600 jeunes pousses en France et ce chiffre a cru de 24% entre 2021 et 2023. Signe de son écosystème favorable, la France est aussi la première destination aujourd'hui en Europe pour les projets d'investissement étrangers en intelligence artificielle. En parallèle, nous souhaitons privilégier une intelligence artificielle qui soit frugale, avec le développement de systèmes peu gourmands en énergie et qui soient au service des objectifs de transition écologique et de décarbonation que je citais. On remarque d'ailleurs que ce sont nos territoires, localement, qui en sont les plus soucieux quand on regarde leurs initiatives et les partenariats auxquels ils participent. Beaucoup de régions et de villes françaises sont présentes aujourd'hui pour Montréal Connect. Je m'en félicite et elles pourront témoigner. Sur notre approche internationale avec le Québec et avec le Canada, nous nous rejoignons en faveur d'une intelligence artificielle et d'un espace numérique
qui soit centré d'abord sur l'humain et ouvert à la collaboration avec les pays en développement. C'est cette vision qui a présidé au lancement conjoint du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, le PMIA, lors du G7 de Biarritz en 2019, dont les 2 premiers centres d'expertise sont accueillis, l'un à Montréal, avec le CEMIA, chargé des groupes de travail sur l'intelligence artificielle responsable et la gouvernance des données, et l'autre à Paris, avec l'INRIA, pour l'avenir du travail et la commercialisation. Et en 2024, c'est un 3e centre d'expertise support du PMIA qui a été créé à Tokyo. En franco-québécois, par ailleurs, dès 2019, l'École normale supérieure de Paris, l'UNS, et sa fondation, en partenariat avec la fondation Abeona, ont inauguré la chaire Justice sociale et intelligence artificielle. Et une entente de coopération avec l'Obvia et l'Université Laval permet des échanges croisés sur des sujets clés de l'intelligence artificielle et notamment ses impacts sociologiques, éthiques et scientifiques. Plus récemment, c'est le programme français Confiance AI qui s'est allié à son cousin québécois Confiance IA pour sécuriser et non, pas de commentaires sur les pays de la francophonie. Donc ces 2 programmes cousins se sont alliés pour sécuriser et faciliter l'utilisation de l'IA par les entreprises. Et l'entreprise française Thales, que je cite, opère son centre de recherche mondiale en intelligence artificielle ici même à Montréal, et est membre et acteur de ces 2 partenariats des 2 côtés de l'Atlantique. Enfin, quelques semaines après le succès de Francotech qui a été mentionné et quelques jours après le sommet de la francophonie, je voudrais redire ici l'importance à nos yeux que l'émergence de l'intelligence artificielle permette de préserver et même de renforcer l'indispensable diversité culturelle et linguistique au sein de l'espace numérique et tout particulièrement au bénéfice de notre francophonie. Ainsi, la France est engagée avec les États membres de l'OIF à poursuivre activement sa contribution à la gouvernance numérique mondiale, conformément à la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026 qui a été adoptée par l'OIF, et en particulier s'agissant du suivi des initiatives du sommet mondial sur la société de l'information de Genève, du pacte numérique mondial de New York, ou encore du prochain sommet de l'intelligence artificielle qui se tiendra à Paris au mois de février 2025. Nos 2 premiers ministres français et québécois, lors de leur rencontre d'avril dernier à Québec, ont pris des engagements et rappelé leurs priorités partagées. Identité numérique gouvernementale, cybersécurité, renforcement de la place du français dans le domaine de l'IA, et un groupe de travail franco-québécois qui a été mentionné s'est constitué à l'issue, avec notamment la participation des ministres de la Culture français et québécois, groupe de travail chargé de faire travailler nos écosystèmes d'innovation sur la découvrabilité des contenus culturels en français. En février 2024 s'est tenue à Villers-Cotterêts la première assemblée de l'Alliance pour les technologies de la langue, autrement appelée ATL-EDIC. C'est un consortium européen qui vise à protéger le patrimoine culturel et linguistique européen au sein de l'espace numérique. Et elle complète le nouveau Centre de référence pour les technologies de la langue, le Languia, qui est chargé de développer un écosystème inédit d'innovation en français, avec constitution de corpus du français, de modèles de langue géants et de projets industriels pour l'exploitation des données linguistiques en français. Enfin, l'appel de Villers-Cotterêts a été adopté il y a quelques jours au sommet, et il incite les plateformes à prendre davantage leurs responsabilités pour mieux protéger les sociétés, les espaces d'information et les créateurs francophones. Voilà en quelques mots, peut-être j'étais trop long, mais j'avais 4 minutes, donc je les ai pleinement occupés. Quelques remarques que je voulais faire pour vous dire ce qu'était aujourd'hui la stratégie française à l'égard du numérique et de l'IA, mais je suis persuadé que les 4 jours de travaux auxquels nous allons assister permettront de l'enrichir encore. Donc bon Montréal Connect et bons travaux à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Je vais tout de suite inviter notre prochaine intervenante. Elle est membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie. Ouais, je l'avais écrit tout petit. Et de la démocratie. Je vous présente sans plus tarder Magda Popiano. Merci, Magda.
Monsieur le ministre, Monsieur le consul général, Monsieur les membres du conseil d'administration, distingués invités, je suis certaine que vous demandez, mais pourquoi Madame qui représente la performance organisationnelle vient chez Montréal Connect? Pour une raison très simple, je suis aussi responsable des technologies de l'information pour une raison extrêmement simple, parce que la performance de la ville passe par une bonne utilisation des technologies de l'information, dont l'intelligence artificielle, et j'en suis très, très fière. Comme préambule, de vous dire que la Ville de Montréal a lancé la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle, parce que vous êtes en réalité, nous sommes en réalité le champ de travail, donc là-bas où tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous réalisez se met en place. Donc, très heureuse d'être avec vous et très curieuse aussi des travaux que vous mènerez lors de cette conférence. Et permettez-moi aussi de vous saluer au nom de la mairesse qui tient beaucoup à ce volet de l'activité de la Ville de Montréal. Donc, seulement pour vous dire que Montréal Connect contribue à renforcer la place qu'occupe notre métropole comme pôle mondial de la créativité numérique. Que Montréal Connect participe aussi à démocratiser l'utilisation du numérique. Donc, c'est mon autre chapeau de démocratie. Voilà, on y croit. Et que pour la Ville de Montréal, favoriser son appropriation comme un outil de développement collectif est devenu une priorité. La thématique de cette année me parle beaucoup parce que je vous ai dit d'emblée que ça s'articule beaucoup sur nos 7 champs de priorité de la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle, dont la pertinence, la sécurité, l'accessibilité, et j'en passe. L'intelligence artificielle, bien mise au profit des Montréalais et des Montréalaises, peut directement affecter jour le jour la vie de nos concitoyens, qu'il s'agisse de la mobilité, de la gestion de l'eau, de l'utilisation de nos infrastructures, même de découvrir ou de mettre en valeur la biodiversité dans nos installations, de biodômes et d'autres. C'est une utilisation de jour le jour. Le numérique, on s'est rendu compte qu'il est indispensable à notre quotidien et qu'en plus se métamorphose à très grande vitesse. Pour nous, les administrations publiques, l'accessibilité du numérique au plus grand nombre de citoyens, tout comme sa saine gestion, est un défi de tous les instants. L'émergence et la multiplication des technologies amènent, pour notre administration, ou d'ailleurs pour toutes les administrations au monde, à poser aussi un regard critique sur ce qui se passe. On ne veut pas l'échapper, puis une de nos priorités, c'est aussi la garder humaine, à l'échelle humaine. Compte tenu des préoccupations sociétales entourant le déploiement de ces outils, il est essentiel d'encadrer les pratiques pour propulser les occasions qu'elles offrent. Des occasions qui touchent tant à l'amélioration de nos services qu'à la qualité de vie de la population. L'accessibilité du numérique est aussi une condition sine qua non pour consolider la position de notre métropole comme ville d'avenir. Nous tenons à ce que Montréal continue d'être reconnu comme chef de file du numérique et de l'intelligence artificielle responsable. C'est pourquoi nous avons développé, comme je vous avais signalé, la stratégie municipale d'intégration de l'IA et on avait aussi actualisé notre charte des données numériques. Aujourd'hui, plus que jamais, les données jouent un rôle capital dans la capacité des villes à répondre aux nombreux des défis auxquels elles font face. On parle du changement climatique. Les hivers ne sont plus les mêmes qu'on a connus il y a 30-40 ans en arrière à Montréal. Les températures varient d'un jour à l'autre. Ça joue autour de 0 degré. On veut savoir quand déneiger, comment déneiger, quel type de sel utiliser, quel type de matériaux et j'en passe. Donc, tout ce que vous faites doit permettre à nos villes d'être plus inclusives, plus durables et plus prospères. Mais aussi, il faut assurer une gestion saine de toutes ces informations en étant imputable et responsable.
Ces valeurs, je sais que nous les portons toutes et tous dans cette salle. Au cours des prochains jours, Montréal Connect tracera la voie vers de nouveaux horizons en favorisant le maillage entre l'écosystème local des entreprises de partout au monde. Après la Belgique, c'est la France qui est à l'honneur cette année et je vous en salue. Ce sera une belle occasion de renforcer les liens franco-québécois dans un contexte où nous souhaitons que nos entreprises puissent prospérer encore davantage dans l'espace économique francophone. Mais d'où que vous soyez, j'espère que les échanges riches et constructifs des prochains jours vous seront bénéfiques. Je tiens d'ailleurs à saluer tout le travail de celles et ceux qui ont rendu possible ce 6e rendez-vous. Et je salue surtout M. Mehdi Boumbacher. Si Montréal Connect est devenu au fil des années une plateforme essentielle pour notre métropole et son statut à l'international, c'est grâce à vous, à votre engagement et à votre génie créatif. Alors merci à vous toutes et tous de promouvoir la croissance, l'attractivité et le rayonnement des inventions d'ici. Votre savoir-faire est essentiel à l'essor de nombreuses industries montréalaises. Je vous souhaite un bon rendez-vous. Alors, merci, Mme Papianou. Je vais tout de suite inviter notre dernier invité, et non le moindre. Déjà, on aimerait souligner et le remercier pour sa participation à MTL Connect depuis les tout débuts de MTL Connect. Alors déjà, merci. Et merci de votre présence ici aujourd'hui. Alors, il est le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Sans plus tarder, je vous présente le ministre Éric Kerr. Bonjour tout le monde. Je ne me risquerai pas dans des salutations particulières. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, oui, 6e édition, c'est un privilège pour moi d'être ici parce que je trouve des événements comme Montréal Connect sont des événements extrêmement importants pour l'écosystème québécois. 4 thèmes, les 4 sont tous très importants, mais vous me permettrez de m'attarder à celui de la cybersécurité. Parce que, pour moi, l'enjeu du 21e siècle, un des 3 enjeux les plus importants pour tout gouvernement à travers le monde au 21e siècle, c'est la cybersécurité. Madame Papianou, vous disiez tout à l'heure, la performance de nos administrations passe par la transformation numérique. C'est vrai. Mais il y a une relation directement proportionnelle entre l'utilisation du numérique et les enjeux de cybersécurité. Et si on veut utiliser le numérique, la condition sine qua non, c'est de le faire dans un écosystème qui est sécuritaire, cybersécuritaire. Les citoyens n'utiliseront pas des services s'ils craignent pour leur vie privée, pour la protection de leurs renseignements personnels, pour les fraudes, le vol d'identité, etc. Donc, la cybersécurité doit être une préoccupation de tous les instants. Et là, vous me permettrez de vous faire un petit portrait assez rapide. On évalue que les fruits de la cybercriminalité, dans les prochaines années, représenteraient 1 300 milliards de dollars. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est attractif? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que la cybercriminalité pourrait devenir l'activité criminelle la plus rentable devant la drogue, la vente de drogue et la vente d'armes? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que les grands groupes criminels s'y intéressent, ce qui fait qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est en augmentation? Je vais aussi vous parler des États délinquants. Je ne les nommerai pas, vous avez certainement des noms en tête, qui sont une menace pour notre démocratie, pour notre écosystème social, pour notre économie, qui se servent des cyberattaques à des fins politiques. Ça, c'était la partie optimiste du discours. Maintenant, peut-être vous dire d'où part le gouvernement québécois, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on s'en va. Quand je suis arrivé en fonction, quand le premier ministre m'a fait l'honneur de me nommer au Conseil des ministres, j'étais ministre délégué à la transformation numérique. Rapide coup d'œil à l'écosystème québécois, le mot cybersécurité n'existe nulle part. Ça commence bien. Nos 305 organismes sont tous responsables, eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, de la sécurité de leur système d'information.
Et souvent, les responsables sont des responsables sur papier parce que quand tu dis, toi, tu es responsable de la cybersécurité de ton organisation, ah, moi? Non. Bien, c'est ça qui est écrit sur le papier. Ça va mal. Personne ne se parle. Une cyberattaque réussie est une maladie honteuse, donc on doit la cacher. Il faut en parler à personne. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit on est. On dépose la première politique de cybersécurité. On met en place le réseau gouvernemental de cyberdéfense. Pourquoi? Parce que chacun doit travailler ensemble, chacun doit se parler. Il doit y avoir un agent central fédérateur et les organismes doivent travailler ensemble à la cybersécurité. Création d'un ministère de la cybersécurité du numérique. Pourquoi? Comme je vous le disais, parce que la cybersécurité est une des 3 grandes priorités pour n'importe quel gouvernement. Le gouvernement du Québec ne fait pas exception et donc il faut amener cette question-là à la plus haute autorité, qui est le Conseil des ministres au Québec. Résultat des courses, en avril dernier, le gouvernement du Québec a participé à un exercice de l'OTAN à titre d'État, et non pas comme partenaire de qui que ce soit, à titre d'État, seul État qui n'est pas un pays à avoir participé à un exercice de l'OTAN. Les formateurs de l'OTAN seront à Québec au mois de novembre pour continuer notre collaboration. Pourquoi? Parce que nous avons fait des pas de géant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Prochaine étape, la collaboration. Et j'en profite, Monsieur le Consul général, Messieurs les consuls généraux, j'en profite parce que le Québec veut, peut et doit travailler avec les États dans le monde qui souhaitent améliorer la cybersécurité. Pourquoi? Parce que les cybercriminels travaillent partout dans le monde, travaillent en réseau, collaborent. Aujourd'hui, demain matin, vous voulez vous partir votre petite entreprise de cybercriminalité, très facile. Vous allez sur le web clandestin, vous achetez tout ce qu'il faut, clé en main, pour partir votre entreprise de fraude, d'hameçonnage, etc. Et ça se passe n'importe où dans le monde et ça attaque n'importe qui dans le monde. Les États ne peuvent pas travailler en autarcie. Les États doivent collaborer. Les criminels collaborent, les États délinquants collaborent, nous devons collaborer. Et le Québec, aujourd'hui, lance un appel à son écosystème, d'abord, et d'où l'importance d'une organisation comme Montréal Connect. Nous avons besoin de votre talent, nous avons besoin de votre génie, nous avons besoin de votre créativité, de votre inventivité pour améliorer la cybersécurité de notre société. Le ministère de la cybersécurité du numérique a une mission régalienne, c'est-à-dire que nous n'assumons pas seulement la cybersécurité du gouvernement, mais bien de l'ensemble du territoire québécois. Mais ça, on va le faire ça en collaboration avec vous, d'une part. D'autre part, bien, il faut travailler avec les États, avec nos États alliés. Il faut travailler ensemble. Il faut créer un réseau international parce que, où que soit le cybercriminel, il ne doit pas être hors d'atteinte. Quel que soit l'État délinquant, il ne doit pas agir en toute impunité. Et ça va se faire en collaborant, en travaillant ensemble. Et des événements comme aujourd'hui nous aident à faire ça. Grâce à des événements comme aujourd'hui, on crée des liens. On envoie des messages. On parle. On travaille ensemble. On collabore. On apprend à se connaître, à se faire confiance. Et ça va faire en sorte qu'on va être capable, individuellement, de créer collectivement un réseau de cyberdéfense qui va nous mettre à l'abri et qui va nous permettre d'avoir une transformation numérique réussie parce que nos concitoyens vont le faire en toute confiance. Nos concitoyens n'auront pas peur à leur vie privée, n'auront pas peur à la protection de leurs renseignements personnels et n'auront pas peur d'être victimes de fraude parce que nous, les gouvernements, d'abord et avant tout, aurons assumé notre responsabilité. Alors à tout le monde, un excellent Montréal Connect et merci de l'invitation. Un immense merci, Monsieur Kerr. Toujours content, toujours heureux de vous recevoir parmi nous. Et merci pour ces quelques éléments effectivement, qui sont extrêmement importants pour la suite des choses dans toute gouvernance. Que ce soit une gouvernance de pays, une gouvernance d'entreprise, une gouvernance même de nos familles. C'est vraiment un élément clé, la sécurité dans ces choses-là. Sans plus tarder, c'est le moment d'entamer donc la première keynote. Je dois dire que c'est la France à l'honneur.
Mais on a trouvé ça chouette de faire la transition entre la Belgique qui était à l'honneur l'année dernière et donc la France qui est à l'honneur cette année. La seconde keynote sera donnée par une intervenante venant de France. Mais là, pour le moment, et je dois souligner d'ailleurs la présence du consul général de Belgique en salle, merci. Donc notre grand ami Hugues Bersini, c'est à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, pour changer mes slides, ce serait plus pratique si j'ai quelque chose en main. Ah, je crois que c'est là le clicker. Alors, voyons si ça fonctionne. OK. Ben d'abord, avant tout, merci Mehdi et merci à la formidable équipe du Printemps numérique d'avoir renouvelé son invitation. Ça fait quelques fois maintenant que je viens inaugurer ou participer aux travaux de Montréal Connect et du Printemps numérique. Et comme l'a dit un célèbre chanteur chez vous, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer ou bleu de ciel, je ne me rappelle plus. Mais donc, merci beaucoup. Alors, j'ai eu, en plus d'avoir accepté l'invitation, j'ai dû accepter une mission confiée par Mehdi et son équipe qui était de parler de métamorphose et de l'IA et des métamorphoses dans le domaine de l'enseignement et de la créativité artistique. Donc voilà, je vais m'en tenir à cet engagement. Donc vous parlez d'enseignement et je vais d'abord commencer par parler d'enseignement et puis je parlerai d'art. Alors ça c'est mon premier slide, ça va peut-être vous effrayer, mais c'est une mise en contexte. Hein. Alors vous l'excuserez, ça sera peut-être le seul slide un tout petit peu technique, mais vous allez voir c'est assez facile à comprendre. Quand j'essaie de faire expliquer, quand j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, j'enseigne l'IA depuis bientôt 40 ans. Et quand j'essaie, donc je suis passé par beaucoup d'étapes de l'IA. On a parlé d'IA symbolique, comme vous savez maintenant, c'est plutôt l'IA réseau de neurones, dit, j'ai jamais trop bien compris d'où venait ce terme, dit l'IA générative. Mais disons l'IA réseau de neurones, on assiste quand même à un grand remplacement aujourd'hui, pour reprendre une expression qui est devenue aussi très populaire malheureusement, un grand remplacement de l'IA dite symbolique par l'IA neuronale. Et pour faire comprendre cette transformation à mes étudiants, je leur demande de faire un exercice issu de mon manuel d'enseignement de l'IA, parce que les étudiants ne comprennent jamais aussi bien que quand ils programment par eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, c'est une des leçons que j'essaierai d'énoncer dans la suite de mon exposé. Je leur demande de programmer un transformer. Vous savez que les transformers, c'est les nouvelles architectures de réseaux de neurones qui sous-tendent les logiciels comme ChatGPT, ce qu'on appelle les larges modèles de langage. Et donc, je leur demande de faire ça. Ça ne vient pas de moi, cette idée. Ça vient de quelqu'un, d'un fondateur d'OpenAI, qui fait des très, très bonnes vidéos, très explicatives de ce qui se passe dans le monde de l'AI aujourd'hui, qui s'appelle Anders Karpathy. Donc, je remets à César ce qui lui appartient. Je lui ai pompé l'idée. Mais les étudiants programment un réseau de neurones qui apprend à écrire à la manière de Shakespeare. Alors, on parlera d'art aussi tout à l'heure, donc Shakespeare n'est pas anodin ici, mais l'exercice est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils prennent un transformer, donc un réseau de neurones, et ce réseau de neurones, en fait, ce qu'il doit faire, c'est quelque chose d'assez stupide, c'est qu'il doit apprendre à partir d'une base de données assez conséquente, je crois que c'est beaucoup de textes théâtraux de Shakespeare, mais c'est presque 1 million de caractères dont se servent les réseaux de neurones, et ce que le réseau de neurones doit faire, c'est apprendre à prédire le prochain caractère, même pas le prochain mot, comme en général, les larges modèles de langage ont appris à le faire, non le prochain caractère à partir des caractères qui précèdent. Donc c'est vraiment un exercice extrêmement stupide, il faut prédire le prochain caractère. Et donc c'est ce qu'ils font avec ces architectures. Vous savez, cette architecture a été très populaire puisque c'était l'architecture de réseau de neurones qu'on a retrouvée dans le premier papier, qui est encore récent, hein, c'est un papier de 2017 sur les transformers, qui a donné cette naissance. Et cet exercice qui consiste à prédire le prochain caractère à partir des caractères qui précèdent, eh bien c'est assez étonnant de voir qu'avec un réseau de neurones, si vous lui donnez une couche et peu de caractères qui précèdent, il ne va même pas parler anglais. Il va parler dans une espèce de bruit-bruit, un truc informe. Et puis vous commencez à rajouter des couches et il commence à parler anglais. Donc ça devient un peu de l'anglais. Et puis vous rajoutez des couches, ça commence à être structuré, vous voyez, exactement comme un texte de théâtre avec les personnages. Et puis vous lui donnez des couches et vous élargissez, vous êtes obligé de donner des couches parce que vous élargissez le nombre de caractères qui précèdent et ça devient du Shakespeare. Alors ça, c'est vraiment frappant. Et quand mes étudiants font l'expérience, hein, eux-mêmes, alors ils doivent avoir un GPU, c'est un peu compliqué, mais de fait, ils peuvent parfois se connecter sur les GAFAM, et ils peuvent faire cet exercice, ils voient émerger du Shakespeare à partir de cet exercice idiot qui consiste à prédire le prochain caractère. Et donc, ce qu'on voit, cette grosse révolution neuronale, dont je vais beaucoup parler, parce qu'elle nous intéresse beaucoup, en ce compris pour l'enseignement et les arts, on voit deux choses.
La première, c'est que ça fonctionne par essai et erreur. Hein, donc on essaie de prédire le prochain caractère et quand on se plante, eh bien, le réseau de neurones va essayer d'améliorer ses prédictions. Et un deuxième point, sans doute encore plus important, c'est que le réseau de neurones, petit à petit, fait émerger des abstractions. Ici, l'abstraction, c'est écrire à la manière de Shakespeare. Donc, fait émerger des concepts à partir de quelque chose de très brut, qui sont simplement les caractères constituant le texte. Et donc, une des grosses révolutions des réseaux de neurones de ces dernières années, que Hinton avait plus ou moins anticipé, mais qu'on n'avait jamais vraiment compris au point où Hinton avait compris, mais moi je l'avais déjà un peu aussi écrite dans les manuels d'enseignement de l'IA dans les années 80, c'est que ce que les réseaux de neurones arrivent à faire avec les fameuses couches cachées, hein, mais de multiples couches cachées sont, comme vous savez, des architectures d'une complexité effarante, hein, on parle de milliards de paramètres, de milliers de milliards de paramètres, c'est qu'à l'aide de ces couches, les réseaux de neurones font émerger les abstractions, les concepts qui sont nécessaires, parce que vous imaginez bien, quand vous avez par exemple un théorème de maths, pour prédire la suite du théorème de maths à partir de ce qu'il précède, vous serez d'accord avec moi qu'il faut quand même comprendre un peu des mathématiques qui sous-tendent cela. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc les réseaux de neurones comprennent les maths, sinon ils sont incapables de faire apparaître les prochains caractères et les prochains textes. Donc cette faculté d'abstraction, elle est très très importante. Et si vous vous remémorez l'IA des années 80 ou l'IA des années 90, ces abstractions, on les savait. On savait qu'elles devaient faire partie, si vous voulez, des logiciels. Mais nous pensions qu'il fallait les mettre en dur, il fallait les coder en dur dans les logiciels. Et pour vous citer deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué, qui sont deux auteurs très influents de l'IA des années 80 et des années 90, qui sont devenus les cibles à abattre pour les génies de l'IA d'aujourd'hui, pour parler de deux auteurs que vous connaissez sans doute. Le premier, c'est Noam Chomsky, qui pensait que pour comprendre du langage, pour comprendre le texte, il y avait une abstraction souveraine qui était la syntaxe des langues. Parce que quand on parle, on respecte une certaine syntaxe, une grammaire. D'ailleurs, ce n'est pas complètement banni, hein, parce que quand vous utilisez Word, quand vous utilisez un traitement de texte, ce sont encore les règles chomskiennes qui sous-tendent la correction de vos textes. Donc, il ne faut pas tout à fait tout jeter à la poubelle dans les asymboliques. Donc, Chomsky pensait que la syntaxe devait se coder en dur dans les logiciels. Aujourd'hui, les réseaux de neurones font émerger cette syntaxe, avec une puissance qui est extraordinaire, parce que non seulement c'est la syntaxe de toutes les langues, mais en plus, on arrive à faire émerger les irrégularités, les trucs statistiques, qu'une syntaxe pure et dure, purement déterministe, n'arrive pas à faire. Vous savez que les langues, c'est de la syntaxe, mais c'est aussi de la sémantique. Un autre de mes héros des années 80 et des années 90, qui s'appelait Roger Schank, lui considérait qu'on pouvait aussi coder la sémantique en dur. Et si vous voyez ici ce que Schank essayait de faire, c'est quand il y avait une phrase, ici une phrase en français, Schank pensait qu'il fallait projeter la phrase dans une espèce d'univers sémantique où ce n'était plus le langage, mais c'était les concepts qui transcrivaient le langage. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient quand même très proches de l'anglais. Hein. Donner, dire, ça se transformait en emtrans. Aimer, ça se transformait en ingest, puisqu'on mangeait les bonbons. Vous voyez, ingest, c'était le concept de manger. Et donc, on pensait que pour comprendre un texte, il fallait d'abord le projeter dans cet univers conceptuel, et puis éventuellement le projeter dans la langue de destination. On prenait le français, on le projetait dans cet univers, et puis on le projetait en anglais. Mais tout ça a été balayé par, évidemment, toute cette génération de réseaux de neurones. Alors, comme vous savez, un célèbre prix Turing d'informatique, maintenant il ne faut plus dire prix Turing parce qu'il les accumule, il faut dire prix Nobel de physique, ce qui est assez surprenant d'ailleurs de voir qu'il a cumulé tous ces prix en quelques années. Donc vous savez que la cible favorite d'Hinton, c'est en effet Chomsky. Et ce n'est pas si étonnant puisque Hinton voue Chomsky aux gémonies, puisqu'il dit Chomsky n'a jamais rien compris à l'IA, bon, tout génie qui puisse être, parce que c'était délirant de vouloir essayer d'instaurer une syntaxe, une sémantique, quand vous avez des réseaux de neurones qui paraissaient erreurs, et par leur capacité d'abstraire et de faire émerger ces concepts, peuvent le faire d'eux-mêmes, et avec notamment plus de puissance et plus d'efficacité que si vous essayez de coder en dur la syntaxe et la sémantique. Alors ce qui est très étonnant, vous allez voir que c'est une introduction assez importante à ce qui va suivre, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu un autre débat dans lequel Chomsky a aussi participé, un débat qui a vraiment marqué la communauté des philosophes dans les années 70 et 80, qui était un débat entre le même Chomsky, plus jeune évidemment, puisque c'était dans les années 70, et un génie psychologue suisse qui s'appelait Jean Piaget. Et ce débat avait quelque chose de très semblable, parce que Jean Piaget disait que, en fait, la langue, vous savez, Jean Piaget était ce qu'on appelle un empiriste, alors que Chomsky était un innéiste. Chomsky pensait, je vais un peu caricaturer, vous m'excuserez, Chomsky pensait que la langue était déjà codée, en ce compris la syntaxe, était déjà codée de manière innée dans les neurones des enfants. Piaget considérait que l'apprentissage était fondamental, puisque tout cela allait émerger par essai-erreur, et que les enfants avaient cette capacité, cette plasticité cérébrale, à l'instar des réseaux de neurones, hein, mais bien sûr, le cerveau c'est un réseau de neurones, que ces enfants avaient cette capacité cérébrale, cette plasticité pour pouvoir faire émerger tout ce qui est nécessaire à l'apprentissage des langues. Et pour Piaget, ce qui était très important, c'était de mettre l'enfant en contexte, vous allez voir dans l'enseignement pourquoi ça va revenir, de mettre l'enfant en contexte, de l'autoriser à se planter,
très important qu'il puisse se planter. Et c'est par essai et erreur et par cette faculté d'abstraction que l'enfant va vraiment développer son intelligence. Et de fait, mon premier chapitre, qui est de fait sur l'enseignement, vient aussi d'une inquiétude que j'ai en tant que professeur d'informatique. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai en fait repris, si tu voulais, les éléments de ce débat et en effet une chronique dans le journal Le Monde en disant « j'ai un peu peur qu'avec les outils que l'IA met aujourd'hui à disposition, comme les fameux larges modèles de langage, Copilot, ChatGPT, etc., Gemini, Claude, enfin, il y a une rivalité actuellement entre les différents modèles, on inhibe exactement cette faculté dont Piaget juge l'indispensabilité, on inhibe cette faculté chez l'enfant d'apprendre par lui-même et d'apprendre par essai-erreur, ce qui fait évidemment l'émergence de l'intelligence chez l'enfant. Alors, de fait, l'IA et l'enseignement, bien sûr qu'il y a des opportunités extraordinaires aujourd'hui dans les logiciels d'IA pour favoriser, pour aider, pour assister l'enseignement chez l'enfant, mais le risque est celui-là. Aujourd'hui, quand je donne des cours de programmation à mes étudiants, une des premières choses qu'on enseigne, c'est de l'algorithmique. Alors peut-être qu'il y a des informaticiens parmi vous, je tente à le penser, et vous avez peut-être eu des cours de programmation très tôt dans votre cursus. Une des premières choses qu'on leur apprend, c'est par exemple de coder le tri d'une liste. Alors même pour les plus novices d'entre vous, trier une liste, c'est rien. Vous avez une liste de nombres, les nombres sont dans le désordre, et une des premières choses qu'on apprend, et il y a plusieurs manières d'y faire, il y a des recettes qui marchent bien et des recettes qui marchent un peu moins bien, c'est de trier les éléments d'une liste. Et donc d'écrire un code, ici en Python, qui est comme ça un des langages les plus populaires en éducation, d'écrire le code qui permet de trier cette liste. C'est un exercice important, c'est pas si facile. Regardez, ça c'est la réponse de Copilot qui est parfaite. En fait, il suffit que l'étudiant tape le prompt en disant Copilot, OpenAI, ChatGPT, qui vous voulez, programme-moi un tri qui voilà, et de fait Copilot va lui donner une réponse tout à fait parfaite. C'est ça qui m'effraie, si vous voulez. Ça m'effraie dans la mesure où on peut imaginer que les informaticiens aussi se servent de recettes, et de fait, il y a des logiciels comme GitHub ou Stack Overflow, qui sont des sites web que les informaticiens utilisent pour récupérer les recettes toutes faites, mais dès lors qu'ils ont déjà une certaine compétence. Ils cèdent, mais ils ont acquis une certaine compétence. Tandis qu'ici, on prend des gens qui sont en B1, première année, qui doivent faire cet exercice, et je le sais, puisque j'interroge mes étudiants, 100% de mes étudiants recourent à ces logiciels pour, évidemment, pondre leur code. Et là, c'est vraiment très, très préoccupant, parce qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes développé, ils ne se sont pas plantés. Faire même un petit code comme ça, vous avez vu en Python, c'est considérable. Si l'étudiant doit le faire par lui-même, c'est sûr qu'il va se planter, c'est sûr que ça va bugger, mais on n'apprend jamais aussi bien qu'en buguant, qu'en se prenant la tête, ici les informaticiens dans la salle doivent le savoir, en se prenant la tête sur un bug pendant les soirées et en résolvant son bug, je peux vous dire que là c'est acquis. Le concept qui a donné naissance au bug, vous l'avez assimilé une fois pour toutes. D'ailleurs, je prends ici un ouvrage qui m'avait déjà fait peur à l'époque, et je trouve que ce titre n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est un ouvrage en France qui avait un peu défrayé la chronique, qui s'appelait « La fabrique des crétins digitaux ». Et ben, je reprends à mon compte, si vous voulez, le titre de cet ouvrage en disant ben voilà, on est peut-être en train de fabriquer des crétins digitaux, parce que de fait, ils ont sur un plateau d'argent, on leur donne dans la bouche, pré-mâché, des solutions toutes faites. J'ai parlé d'informatique, mais vous savez que c'est vrai en maths, que c'est vrai en bio, que c'est vrai en physique, que c'est presque vrai dans toutes les matières fondamentales. Les étudiants, quand ils doivent rédiger un mémoire, tous, 100% aujourd'hui, dans mon université, mais comme dans d'autres, recourent massivement à l'utilisation de ces outils. Alors là, je vais vous montrer une vidéo d'un de mes alter ego à Harvard, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui donne des cours sur l'algorithmique, sur la programmation. Vous allez voir qu'il le fait de manière très intéressante. Il enseigne aux étudiants à faire le tri d'une liste. Alors si la vidéo peut se déclencher, je ne sais pas comment faire. Voilà. And we could perhaps do this a little dramatically, maybe with 8 volunteers. Peut-être un peu plus de son. Okay, that's the plan. Okay, so 1, how about 2, 3, if we could. Okay, 4 in the middle there. 5, 6. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de son. 7. And let's see. And voilà, let's voilà. See, can you come up here? Je vais vous la montrer 2 ou 3 minutes parce qu'il enseigne exactement le tri. And how about, I saw a hand in the middle. How about 8 in the volunteered by your friends? Come on up. All right, so come on up if you would. And Brian, if we could go ahead and equip our volunteers, each with a number. We're going to go ahead and see if we can't solve together the idea of finding an algorithm for sorting the numbers at hand. So in just a moment, each of you will be handed a number. In the meantime, let's go ahead and just say a quick introduction, who you are and perhaps year or house. Chris Dudley House from Germany. Ne faites pas, ça prend 2 ou 3 minutes. Il se présente. Curtis, just here visiting. Wonderful. Ali, freshman at the court from Turkey. Farah Foho from Detroit. Nice. Allison Hollis, because I'm first year, from Cleveland. Vous voyez qu'il leur donne à chacun un chiffre. I'm Rohil, I'm in Wigglesworth, and I'm from Atlanta. I'm Yoel, I'm also from Wigglesworth, and I'm from New York. I'm Bonnie, I'm in Lowell, I'm from Beijing and Ann Arbor.
Wonderful. And I'm noticing now, as you might be too, we have 9 volunteers on stage. So we're going to go ahead and solve this. That's okay. What's your name again? Bonnie. Bonnie, come on over here. You're going to be maybe my assistant if you could as we sort these elements. Let's go ahead and give you the mic here. Each of you has been handed a number that happens to match with this, which is just an unsorted list of numbers. And let me just ask that our 8 volunteers here sort yourselves. Go. Ils sont en train d'apprendre le tri d'une liste, exactement l'algo que... Excellent. Very well done. Okay. So let me ask any of you, and we'll hand you the mic if need be. Regardez, il y a une erreur 5-7. You used to sort yourselves? Human intuition. Okay. Nice. Nice. Other formulations? Yeah, you're doing it. I just checked if like the person who's left me, like who is supposed to be larger than me, is larger than me, and if he was larger than me, then I stayed there, and if I was larger than him, I just switched the places with him. Okay, I like that. Voilà, donc en fait, bon, ça continue un petit peu. Vous voyez, ça, je trouve que c'est un extraordinaire enseignant. Et je peux vous dire que les étudiants, en le testant par eux-mêmes, ils comprennent l'algorithme du tri d'une liste. Et c'est autre chose que d'aller chez Copilot et d'avoir la réponse toute faite sur un plateau d'argent. Donc, mes recommandations pour les enseignants, c'est des recommandations extrêmement vagues, presque naïves. La première, c'est d'engager vraiment le corps de l'apprenant dans son processus créatif. C'est ce que Piaget dit, hein, les enfants doivent expérimenter les choses, mais presque physiquement. Là, c'est assez génial parce que les étudiants, plus les gosses, enfin, l'expérimentent vraiment physiquement, en eux-mêmes chercher, si vous voulez, la manière dont ils doivent se déplacer pour faire le tri dans la liste. Ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument encourager l'autonomie, loin des réponses toutes faites de l'IA. Et ça, c'est la grosse difficulté. D'ailleurs, ce même professeur à Harvard est en train de mettre en place des outils dans lesquels, en effet, la réponse ne vient pas tout de suite, mais on donne une partie de la réponse, et puis l'étudiant doit faire exactement comme les réseaux de neurones. Parce que pourquoi les réseaux de neurones sont excellents? Parce qu'ils apprennent par essai et erreur. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui fait la faculté de l'intelligence des réseaux de neurones. On est en train de l'inhiber dans le chef de nos enfants. Alors que c'est exactement ça qui fait qu'aujourd'hui, nos réseaux de neurones excellent au point où ils excellent. Et puis, évidemment, ça n'est pas la production qu'il va falloir évaluer de plus en plus, c'est la compréhension. Donc moi, par exemple, je fais passer des examens à mes étudiants en programmation. Je leur dis, OK, voici le code d'une liste. J'efface la moitié du code. Tu vas faire comme le réseau de neurones. Tu vas essayer de prédire le reste du code. Et je peux vous dire que prédire le reste du code ou prédire la moitié d'un code que vous avez effacé, si l'étudiant y parvient, c'est qu'il a compris évidemment tout l'algorithme. C'est exactement ce qu'il faut encourager et c'est beaucoup plus compliqué que juste tester ou évaluer la production. Il faut vraiment évaluer la compréhension. Voilà, ça c'était pour l'enseignement. Alors on m'a demandé aussi de parler d'art. Alors je vais vous montrer une autre vidéo. Alors celle-là va un peu détendre l'atmosphère. C'est une vidéo un peu comique d'autres génies artistiques qui ont régné dans la télévision française dans les années 80-90. J'espère que la vidéo fonctionnera. Alors voilà. Amusez-vous un petit peu pendant 5 minutes aussi. Ça a de l'importance pour le reste de mon exposé. Pour son troisième opéra, le gouvernement, en accord avec la ville de Paris, a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Chocalescu. Mais qui êtes-vous au juste, monsieur Romano Chocalescu? Mon père était roumain et ma mère était d'origine argentine. C'est pourquoi je suis venu en France pour fuir à la fois les régimes totalitaires de la Roumanie et de l'Argentine. Et puis, financièrement, M. Mitterrand, il a été très gentil puisque j'ai bénéficié à la fois du statut réfugié roumain et statut réfugié argentin. Tout à fait. Double statut. Double statut, tout à fait. C'est intéressant. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Chocalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Vous êtes dans une sorte d'irrésistible appel à la couleur, n'est-ce pas? Une sorte d'osmose entre le tube, les poils, la toile et l'alchimie du corps.
vous avez déclaré que vous étiez avant tout un destructeur d'intemporalité. Oui, un destructeur d'intemporalité. Je crois que c'est comme ça que m'avait défini mon grand maître, M. Stupalacci. Stupalacci, oui. Stupalacci, qui était un artiste extraordinaire. C'était quelqu'un qui m'a appris à ne pas peindre en peignant, en faisant la couleur sans la couleur. La sculpture, c'est le même processus. L'artistique est quelque chose d'intérieur et aussi d'extérieur. Et ça, c'était un autre maître à moi, M. Fulavaracci, qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui se foutait de la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle... Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre. Ah bon? Oui, c'était une pyramide à un seul côté. C'était un projet très intéressant. C'est très original, en tout cas. Mais ça a été refusé. Refusé, hein. Là, c'est alors... Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette. Une sphère pyramidale. Bien sûr, c'est évident. C'est un projet aussi refusé. Refusé. Et là, vous reconnaissez bien sûr ça, c'est les colonnes de Buren. Colonnes de Buren, bien sûr, je reconnais là. Et mon projet était allé beaucoup plus loin. Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou... Oh non, Buren est un ami très cher. D'ailleurs, tous les soirs, je dors avec un pyjama qu'il m'a dessiné. Comme disait mon maître Giucano Malascu, je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et ben c'est parfait, ça. Très bien. Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstraction Jubilatoire vous propose les dernières œuvres de Ciucalescu, telles que Breakfast sur l'herbe, Marseille-Monaco 1-0, Baigneuse noyée, Plénitude amnésique, Toile pour pigeons. Alors là, Romano, c'est une toute dernière inspiration sculpturale. Alors ça, c'est l'inspiration morale, là. Elle est bouchée. Sur Romano, il est là-bas. Et sinon, je voulais vous montrer donc le projet de l'Opéra de la Défense. Oui, l'Opéra de la Défense, alors, qu'en est-il? Je propose et que tout le monde est d'accord. J'ai pensé à l'idée du saxophone. Vous voyez, alors l'orchestre serait ici. J'ai pensé que le public, le gradin, là, ici, et l'entrée par l'ange, là, ici en haut, là, je trouve ça très... Mais jusqu'au boutiste. Et pour y accéder, alors comment... Alors pour y accéder, Buren, mon ami, a passé à une échelle très originale, que voici. Pour monter, je vois mal Mitterrand le faire, mais Jack est emballé. Voilà. Bon, vous avez alors, j'ai vu cette vidéo un peu pour détendre, parce que je la trouve assez étonnante, comme les inconnus ont pu faire dans les années 80 et 90, mais elle est porteuse de deux messages qui seront un peu la conclusion des conseils, des recommandations que modestement je pourrais énoncer pour les artistes de demain. C'est un, de remettre l'artiste au milieu de la scène, puisque l'artiste humain, alors vous allez voir que les logiciels ont parfois prétention à remplacer, mais je pense que l'artiste humain a un rôle, là on l'a vu, a un rôle très important à jouer. Mais le deuxième point que cette vidéo illustre, évidemment de manière humoristique, mais de façon assez piquante, c'est l'importance du narratif. L'art aujourd'hui s'enrichit d'un narratif. Alors évidemment, lui, il triche avec ce narratif en racontant des choses. Vous voyez qu'on a besoin aujourd'hui, surtout dans l'art moderne, de narratifs intéressants. Retenez ces deux leçons parce que j'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion de cet exposé. Alors, l'art aussi, l'IA et l'art, l'IA a vécu une transition, de nouveau une métamorphose assez extraordinaire parce que dans les années 80, on faisait de l'IA pour générer des œuvres artistiques. Alors, bon, sans surprise, si vous prenez n'importe quelle œuvre, que ce soit un tableau, une partition musicale ou un texte, on l'a vu avec le texte de Shakespeare de tout à l'heure, une œuvre, c'est un agencement particulier de symboles, que ce soit même la sculpture en 3D, c'est un agencement particulier de symboles, et on peut considérer qu'il y a sans doute des règles, au même titre que Chomsky voulait retirer les règles du langage, on peut imaginer qu'il y a des règles qui sous-tendent la génération des œuvres artistiques. Et c'est ce que l'IA a tenté de faire dans les années 80,
avec des logiciels. Alors bon, vous rappelez sans doute, les plus âgés ici s'en rappellent, qu'il y avait même l'art fractal, avec des logiciels écrits avec très très peu de lignes de code, mais qui arrivaient à faire des réalisations picturales qui parfois étaient surprenantes de complexité. Alors esthétique, ça peut se discuter. Il y avait un artiste on avait tous des posters de cet artiste dans nos chambres quand on avait 12-13 ans, Vasarely, qui redevient, paraît-il, très très à la mode. Et Vasarely, si vous écoutez ses entretiens, des entretiens assez anciens, il écrivait d'ailleurs que l'intelligence artificielle aurait pu faciliter, si vous voulez, la conception de ces tableaux. C'était des tableaux très géométriques, faits à l'aide d'algorithmes. Alors, en l'occurrence, c'était des algorithmes qu'il avait dans sa tête, mais des algorithmes qu'il aurait implémentés sous forme logicielle auraient réalisé, puisque c'était très mathématique comme type de peinture, très algorithmisé. Alors, on retrouve des règles à l'œuvre dans n'importe quelle production artistique. Si vous êtes musicien, vous savez qu'il y a des règles de rythme, il y a des règles de suite d'accords, il y a des suites d'accords qui vont beaucoup mieux entre elles que d'autres. Il y a des règles, évidemment, il y a un livre, permet de revenir parfois à des éléments culturels qui m'ont marqué, un livre des années 80 aussi, d'un informaticien qui s'appelait Duko Stadler et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Gödel et Scherebach et qui montrait que ces trois artistes, alors ils ne sont pas tous travaillant pas dans les mêmes disciplines, avaient des espèces de règles très récursives, Gödel et Scherebach, et Bach est sans doute le plus mathématicien des musiciens classiques. C'est des règles presque mathématiques, si vous voulez, qui sous-tendaient la création des fugues et qu'on retrouvait aussi, ces éléments de récursivité qu'on retrouvait aussi dans les tableaux d'Escher. Alors, en poésie aussi, vous respectez des règles, les alexandrins, c'est 12, la prosodie, le rime est une forme de règle, on ne peut pas écrire n'importe quoi en prose. Vous voyez qu'il y a des règles, et de fait, les artistes dans les années 80 et 90 ont essayé, tout artiste qu'ils étaient, de transposer ces règles sous forme logicielle. Et moi, je trouve ça très admirable. Je suis quand même un tout petit peu nostalgique de cette IA symbolique, parce que je trouvais qu'il y avait une véritable démarche artistique dans la tentative d'extraire les règles, et éventuellement de modifier les règles. Mais il y avait un véritable projet, il y avait une véritable mission de l'artiste, de réécrire, si vous voulez, les logiciels producteurs de musique ou producteurs de tableaux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de balayer tout ça, qui de nouveau remplace toute l'IA symbolique? C'est l'IA neuronale. L'IA, ici, c'est un exemple d'IA neuronale qui est capable de différencier un chien d'un chat sur les photos. Vous savez que c'est vraiment le domaine de l'IA qui a fait des progrès extraordinaires de fait par les apprentissages profonds. Et je suis très ravi aussi d'être à Montréal parce que l'écosystème informatique et IA de Montréal est unique au monde, ça, il faut le dire. C'est chaque fois un ravissement pour moi de venir ici parce que je sais que vous avez parmi des informaticiens ici qui sont les plus créatifs et les plus prestigieux de la planète en matière d'apprentissage profond et tout cela. Et donc, eux sont à l'origine aussi d'un grand basculement, d'une grande bifurcation dans l'utilisation des logiciels pour la conception artistique avec ces fameux apprentissages profonds. Alors, pour vous donner un petit exemple que je fais faire à mes étudiants pour leur faire comprendre un tout petit peu aussi comment marche l'apprentissage profond, ici, simplement, ils doivent auto-encoder des images, et ce sont des images de simples chiffres. Ce sont des 7, des 8, des 9, ce sont des simples des images de chiffres pixelisées. Ils donnent ça en entrée et le réseau de neurones doit simplement reproduire le chiffre en sortie, ce qu'on appelle un auto-encodeur. Mais pour ce faire, dans les couches cachées, de nouveau, le fameux miracle, parce qu'il y a un côté, il y a un miracle opérationnel dans les réseaux de neurones, c'est que ces couches cachées, elles extraient énormément de choses intéressantes pour réaliser les performances qu'on leur demande de réaliser. Ici, c'est simplement reproduire en sortie ce qu'on donne en entrée. Mais les couches cachées doivent retirer les abstractions nécessaires à réaliser cette technologie. Et de fait, quand vous prenez les couches cachées et que vous jouez avec les paramètres des couches cachées, vous générez de nouvelles images. Vous générez des nouveaux 7, vous générez des nouveaux 5. Alors, parce que ici, ce n'est pas de l'art, mais c'est pour leur faire comprendre qu'en mettant un peu d'aléatoire dans ce qui a été appris dans le réseau de neurones, vous créez un espace de conception, d'innovation, qui met de l'apprentissage et de l'aléatoire ensemble. Vous avez certainement entendu parler de cette technologie qui a pris naissance, si mes souvenirs sont bons, ici aussi dans l'écosystème montréalais, qui s'appelait GAN, et cette technologie que les artistes utilisent beaucoup, aussi sur base de réseaux de neurones, avec deux réseaux de neurones qui se font un peu la guerre. Un qui essaye d'être très original et l'autre qui quand même essaye de reproduire ce qu'on lui a donné en apprentissage. Donc il est quand même contraint par ce qu'on lui donne en apprentissage. Donc ça c'est le premier réseau de neurones qui apprend un tout petit peu. Par exemple, il apprendra à faire du Rembrandt, pour ne pas parler d'une œuvre qui a aussi marqué la communauté. C'était un faux Rembrandt, mais qui était presque comparable, si vous voulez, à tout ce que Rembrandt avait produit jusqu'à présent. Donc on mettait du Rembrandt en entrée, ici, vous voulez, le générateur donne du Rembrandt, et vous avez ici le discriminateur qui essaie de dire, mais c'est un Rembrandt qu'on a déjà vu.
fais-moi un meilleur Rembrandt. Et petit à petit, le réseau de neurones apprend à faire du Rembrandt, mais qui soit différent de tous les originaux qu'on lui a donnés. Alors, il y a comme ça beaucoup de technologies. Vous pouvez faire ça avec la musique aussi. Donc, j'ai un ami français qui s'appelle François Pachet, qui, à l'aide des réseaux de neurones et des GAN, a fait une nouvelle chanson des Beatles, qui s'appelle Des Discards. Je reviendrai là-dessus, parce que c'est une chouette chanson des Beatles, mais qui s'est nourrie évidemment de tous les enregistrements des Beatles, et qui en a fait une qui retrouve vraiment des patrons. Si vous êtes des fans des chansons des Beatles, vous savez qu'il y a des descentes chromatiques dans pas mal de chansons de Beatles, comme dans Michel, si vous vous rappelez le début de Michel, où vous voyez vraiment la basse qui descend comme ça, demi-ton par demi-ton. Eh bien, François Pachet a créé une fausse chanson des Beatles, mais dans laquelle on retrouve pas mal de ces éléments qui sont très distinctifs des Beatles, notamment les descentes chromatiques, par des réseaux de neurones. Alors, il y a, par exemple, des choses très intéressantes qu'on peut faire avec les réseaux de neurones. L'idée n'est pas ici de bannir l'apprentissage machine, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle le transfert de style. Vous avez un réseau de neurones qui apprend un style, un réseau de neurones qui apprend un motif, et vous mettez le style sur le motif, et vous fusionnez, si vous voulez, les deux éléments, et vous pouvez faire du Gauguin, transformer une ville peinte par Gauguin, parce qu'un réseau de neurones aura appris le style de Gauguin, et un autre réseau de neurones aura appris, si vous voulez, à reproduire des bâtiments. Du coup, vous avez des bâtiments à la manière de Gauguin. C'est d'ailleurs c'est une technologie extrêmement puissante pour recombiner des choses. Musicalement aussi, on peut faire je sais, pour vous discuter avec des musiciens, qu'aujourd'hui, vous pourriez demander à un logiciel, fais-moi la 5e de Beethoven, dans le style d'Ennio Morricone, mais avec un peu de bossa nova, et chanté par Frank Sinatra. Et vous lui donnez ça, et vous avez le résultat. Et c'est vraiment fascinant, parce que vous avez quelque chose qui est une espèce de cocktail de ces 4 artistes, qu'il est très difficile même d'imaginer pour un artiste humain. Donc vous avez un outil d'une puissance combinatoire, créatrice, qui est extraordinaire. Évidemment, ce que je vais vous dire par la suite, c'est que tout dépend du projet et de la mission que vous donnez à cet outil. Une de mes inquiétudes, évidemment, et c'est un peu mon regret de l'IA symbolique, c'est ce fameux trou noir que j'appelle le trou noir du deep learning. Alors je l'appelle en trou noir. Pourquoi trou noir? De 2 raisons. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il attire toute l'IA. Comme un trou noir attire tout ce qui est... Aujourd'hui, si vous ne faites pas du deep learning, vous ne faites pas de l'IA. Et c'est quand même difficile pour nous, vieux informaticiens de l'IA, qui avons travaillé pendant 30 ans sur des règles, sur de l'IA symbolique, sur de la résolution de problèmes. Les plus anciens d'entre vous se rappellent des experts systèmes. Ça n'est pas totalement à mettre sous le boisseau, hein. Ce n'est pas totalement à jeter. Quand vous prenez votre GPS, ce n'est pas du deep learning. Hein. Et quand vous utilisez des correcteurs orthographiques sur Word, ce n'est pas du deep learning. C'est-à-dire que l'IA symbolique a encore des beaux jours devant elle. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un peu d'argent pour un projet de recherche, dites que vous faites du deep learning, sinon vous n'obtiendrez pas le moindre sou. Donc il y a ce côté très trou noir du deep learning qui attire tout ce qu'il a à sa portée. Hein. Toute l'IA qui était à sa portée est attirée par le... Mais de fait, il y a du remplacement de l'IA neuronale par l'IA symbolique, enfin l'inverse, comme j'ai vu. Hein. Le langage, aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais les meilleurs outils... D'ailleurs, les linguistes le reconnaissent. Hein. Google dit on n'a jamais fait autant de progrès en linguistique que quand on s'est débarrassé de tous les linguistes. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que, de fait, aujourd'hui, vous avez des facultés entières où on apprend Chomsky, on apprend la syntaxe, on apprend la sémantique des langues, tout ce que les larges modèles de langage ont rendu un tout petit peu désuet. Hein. À quoi ça sert encore d'apprendre la syntaxe si vous voulez faire un outil de traduction? Moi, je crois qu'il y aura une revanche, hein, croyez-moi. Écoutez mes paroles, retenez-les. Je pense qu'il y aura une petite revanche du symbolique dans les années à venir, parce que tout ne peut pas... D'ailleurs, pour les raisons que vous avez mentionnées, ou un intervenant précédent a mentionné les problèmes énergivores, ce n'est pas forcément nécessaire de réapprendre le pluriel ou de réapprendre toute la syntaxe dans les réseaux de neurones à coup de gigawatts et de centrales nucléaires, hein, comme les GAFAM sont en train de nous le dire. Ils sont en train de construire des centrales nucléaires pour alimenter ces larges langages de modèles. Il paraît que pour entraîner un chat GPT, c'est 300 vols d'avion Paris-New York. Donc, on peut se dire qu'en matière de... Je pense qu'il y avait notre ami français aussi qui disait que la France avait beaucoup investi dans des procédés un peu moins énergivores pour faire de la linguistique, pour faire de l'art, etc. Mais je pense que le symbolique a quelque chose à dire. Parce que le symbolique, c'est notre énergie neuronale qui est mise au profit de la machine. Hein, pourquoi la machine doit forcément réapprendre tout ce que nous savons, si on peut mettre un peu de symbolique dans les réseaux de neurones. Alors pour l'instant, c'est très mal vu. C'est une position qui est quand même battue en brèche, hein, qui est généralement critiquée par des personnes comme Hinton et d'autres. Mais voilà, je suis un de ceux qui pensent qu'il y aura un retour, peut-être pas très ambitieux, mais il y a quand même un retour du symbolique dans les IA de demain. Alors, une technologie qui me plaît beaucoup et, en matière de création artistique, c'était une technologie qui était assez populaire dans les années 80-90, ce qu'on appelait les algorithmes évolutionnistes. Alors, c'était une technologie amusante, inspirée de Darwin, parce qu'on dit que l'évolution naturelle est un processus créatif. Eh bien, les informaticiens s'en sont servis. Et en fait, inspirée de Darwin,
Il y a un célèbre biologiste, si vous avez lu L'horloger aveugle ou Le gène égoïste, c'est un des épistémologues ou des philosophes des sciences les plus lus dans le monde, hein, Richard Dawkins, et qui expliquait comment les algorithmes génétiques pouvaient faire des choses très complexes. Il avait mis d'ailleurs un ordinateur dans son jardin. Il avait créé un logiciel récursif qui faisait des formes d'insectes et il regardait où butinaient les abeilles. Et il pouvait voir par quel type d'insectes les abeilles étaient attirées. Et donc, il y avait un processus sélectionniste. Et petit à petit, les insectes devenaient de plus en plus complexes. Et beaucoup d'artistes ou d'informaticiens prétendument artistes, se sont inspirés des technologies évolutionnistes pour, par exemple, faire du Mondrian. Mais ce qui est de bien dans cette histoire, c'est que vous créez un logiciel qui peut produire des tableaux de Mondrian, mais l'artiste joue le rôle du sélectionneur. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que l'artiste a un rôle et même une position assez importante à jouer. Ce n'est pas l'artiste, ce n'est pas le logiciel qui dit ce qui est bien et pas bien. C'est l'artiste qui voit un peu les propositions faites par le logiciel et qui va les sélectionner, qui va dire ça c'est intéressant, avec son émotion, avec son vécu, dans le contexte socio-culturel dans lequel il se trouve. C'est lui qui va faire le sélectionneur. Et ce que l'informatique fait derrière, c'est de faire des propositions. Des propositions intéressantes, parce que de fait, ces logiciels ont un pouvoir de recombinaison à partir de l'existant qui est tout à fait surprenant. Hein, on ne va certainement pas négliger et nier cela. Mais c'est quand même l'artiste qui a le dernier mot et qui sélectionne. Je discutais avec François Pachet qui avait contribué au dernier, on va parler un peu de la Belgique, qui avait contribué au dernier disque de Stromae. Et Stromae aime beaucoup les rythmes sud-américains, les rythmes du Cap-Vert, etc. Donc il s'est servi d'une IA, hein, il le dit explicitement, je me suis servi d'une IA pour me faire des propositions. Mais c'est Stromae, tout talentueux qu'il est, qui faisait les sélections selon ses goûts, selon son ressenti, et qui fait que son dernier disque est très très varié. Hein. Malheureusement, on attend encore le prochain, mais son dernier disque est très très varié en matière de propositions musicales. Mais c'est l'IA. C'est l'IA qui lui fait ses propositions, et c'est lui qui tranche et qui recombine. Alors, pour parler de la créativité, je retourne à une philosophe qui a écrit un bouquin tout à fait important dans les années 80, qui disait qu'il faut différencier deux créativités. Ce qu'elle appelait la créativité combinatoire et la créativité transformationnelle. Et pour elle, la vraie créativité, c'était celle qui proposait des espaces sémantiques nouveaux, des choses totalement nouvelles qu'on n'avait jamais vues auparavant. Vous savez qu'en matière de musique, c'est un domaine que je connais un peu mieux que les domaines picturaux, etc. Mais en matière musicale, il y a eu des vrais pionniers qui ont proposé des nouveaux langages musicaux. Hein. En musique classique, il y a des gens comme Schoenberg, etc., qui ont proposé, qui d'ailleurs étaient tout à fait critiqués au début parce qu'on ne les comprenait pas, on ne les assimilait pas. C'était tellement différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et par exemple, en jazz, il y a eu des nouvelles propositions musicales comme Charlie Parker, etc., John Coltrane, et qui ont vraiment surpris. Et ça, c'est ce que Maggie Boden appelle la créativité transformationnelle. On crée un nouveau langage. On ne se sert pas de l'existant, on transcende l'existant pour inventer de nouvelles formes d'expression. Est-ce que l'IA peut arriver à ce niveau de créativité? C'est un vrai débat, et je pense que ce débat, il est même presque relancé par le côté un peu plagiaire. Alors, je suis un peu méchant, un peu péjoratif quand je dis ça, mais l'IA aujourd'hui est très plagiaire, ou plagiariste si vous voulez. Est-ce qu'elle a cette capacité, elle, de transcender les bases de données qu'on lui a données pour inventer un nouveau langage? Question que je laisse en suspens, pour lequel je pense ne pas avoir de réponse, mais Maggie Boden faisait quand même une différence très importante entre ces deux formes de créativité. Pour terminer sur l'art, je pense que quand on parle d'art, il y a vraiment trois éléments qu'il faut absolument... Je me suis un peu informé, comme on m'a dit, tu dois parler d'art, Mehdi m'avait mis sous pression, j'ai un peu regardé ce que disaient les philosophes de l'art, et donc je pense qu'il y a vraiment il y a un triptyque conceptuel quand on analyse l'art, et dans lequel l'IA s'inscrit, puisque si on discute des capacités artistiques de l'IA, je crois qu'il faut voir un peu ces trois éléments en œuvre. Il y a l'œuvre elle-même, il y a l'artiste et puis il y a la réception du public. Quand on vous y pensez, ces trois éléments sont très importants quand on permet de savoir si une production est une œuvre d'art ou si une production mérite l'attention qu'on lui accorde ou pas. Alors pour l'œuvre, je pense qu'il y a des philosophes qui, au XVIIe siècle, pensaient que l'œuvre disait tout. Il suffisait d'avoir l'œuvre, on se foutait carrément de la production, de la manière dont elle avait été créée. L'œuvre se suffisait à elle-même, elle parlait d'elle-même. Ce qui, pour beaucoup de philosophes qui s'intéressent à l'IA et l'art, est du pain béni pour l'IA. Parce que ce qui dessert beaucoup l'IA, c'est évidemment quand on connaît... Vous savez qu'un des tableaux qui a marqué un peu cette histoire de l'IA et l'art, c'était le fameux portrait d'Edmond Bellamy, qui s'est vendu 500 000 $ la première fois qu'il a été exposé, je crois que c'était chez Christie's, etc. Et puis petit à petit, la cote de ces tableaux a chuté. Je crois que le dernier s'est vendu 20 $. Quoi. Mais parce qu'on avait un peu compris le processus de création de ces fameux portraits du 19e siècle, on avait compris que c'était du plagiarisme et que finalement, ce n'était pas extrêmement créatif, etc. Mais si on ne l'avait pas su, si on s'était limité à voir les tableaux tels quels, peut-être que l'IA aurait continué et la cote de l'IA n'aurait pas à ce point chuté.
De fait, aujourd'hui, plutôt que de se dire est-ce qu'il y a de l'art, il y a vraiment ce discours qui est quand est-ce qu'il y a de l'art. Et vous savez que l'art a beaucoup évolué, et aujourd'hui, l'art s'accompagne évidemment d'un discours, d'un narratif. On peut dire qu'est-ce qu'aurait dit Kant, grand philosophe des choses artistiques du XVIIe, devant l'urinoir de Duchamp, quoi. Est-ce que l'urinoir de Duchamp est une œuvre artistique en tant que telle? Ben non, tous ceux qui, je vous dis, je ne suis pas un expert de l'art, mais tous ceux qui se sont un peu intéressés à l'évolution de l'art savent que l'urinoir de Duchamp, il est intéressant parce qu'il y a tout un discours, une rupture, une volonté de provoquer, un aspect subversif. Ça, c'est ce qui a rendu l'urinoir de Duchamp. Si vous avez un urinoir de Duchamp dans votre salon, ça vaut de l'argent. Il faut aussi trouver le bon urinoir, parce qu'il y a beaucoup d'urinoirs dans les toilettes, même ici, qui pourraient se confondre avec l'urinoir de Duchamp. Mais l'urinoir de Duchamp, parce qu'il a ce côté explicatif, est devenu une œuvre d'art. De fait, depuis le début du XXe, on sent bien qu'il y a un discours qui doit accompagner l'art. Alors, l'artiste, moi je trouve que, vous ne trouverez jamais chez moi quelqu'un qui pense qu'un logiciel ressent quoi que ce soit. Un logiciel ne ressent rien. Or, on a envie d'un artiste qu'il ressente quoi que ce soit, que quand il produise une œuvre, ça le fait avec un filtre, par exemple le filtre de l'émotion. Quand Stromae regarde les œuvres qui lui sont proposées, il filtre. Et ce qui lui permet de filtrer ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas, c'est son émotion à lui, et une émotion qu'il espère, si vous voulez, refléter d'une certaine manière l'émotion du public qui est censé apprécier ses œuvres. Donc je pense que l'émotion est un processus extrêmement fort, que les logiciels en sont totalement dénués, même si les logiciels sont capables de nous bluffer sur le ressenti émotif. Parce que quand vous avez un logiciel qui fait une musique et que vous ne savez pas que c'est le logiciel qui l'a pondu, je peux vous dire que j'ai écouté des œuvres de piano créées par des logiciels qui étaient inspirés de Bach ou même de Keith Jarrett, c'est profondément émouvant, parce qu'ils se sont totalement inspirés de l'émotion qu'ont ressentie les pianistes à l'époque de la création. Mais eux ne ressentent rien, et on a envie d'un artiste qu'il ressente quel que soit. Voilà. Et donc, il y a aussi un autre problème qui est que l'artiste, à mon avis, va avoir de plus en plus d'importance vu l'IA, puisque l'IA permet évidemment d'automatiser les œuvres, de les reproduire à l'infini, ce que l'artiste ne peut pas faire. La prestation live, ça n'est pas la création d'un logiciel. Une prestation live, c'est unique. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes, ils ne peuvent pas tous se le permettre, mais en tout cas, les artistes musicaux, leur manière de percer aujourd'hui et de continuer à vivre, ça sera aussi en renforçant leur prestation live, leur prestation scénique. Parce qu'un logiciel sur scène, c'est pas très sexy. Tandis qu'un véritable artiste avec un véritable orchestre, ça change la donne. Mais ça peut être vrai aussi pour l'écriture, ça peut être vrai aussi pour la peinture. Il faut parfois innover et inventer des performances. De plus en plus d'artistes deviennent des performeurs, parce qu'on sent bien qu'on a besoin de voir l'artiste, on a besoin d'incarner la production artistique dans l'artiste. Je pense que l'émotion est un filtre extrêmement sélectif, ce dont l'IA, à mon avis, n'est pas doté. Et nous n'imaginons pas l'artiste incapable d'émotion. Je pense que demeure la machine à la première personne. Alors, de fait, l'inclusion de l'artiste rend les techniques... Alors, une petite défense encore de l'IA symbolique, ça sera ma dernière. Dans l'IA symbolique, l'artiste a un projet. Et ce projet, il est mis sous forme de logiciel à l'aide de règles. Donc, je pense que... Voilà, j'ai tendance à avoir une petite sympathie pour les artistes qui font de l'IA symbolique, un peu au détriment des artistes qui font de l'apprentissage machine et qui se servent de l'existant pour pouvoir faire des productions nouvelles. Pour vous décrire l'importance du narratif, je crois que j'ai plus que 5 minutes, je vais terminer en 5 minutes, ça sera bien. Pour vous dire l'importance du narratif, je me rappelle avoir vu une exposition d'un sculpteur. J'avais fait ce talk dans une académie d'artistes, notamment des peintres et des sculpteurs. Et pendant que je faisais ce talk, il y avait une exposition qui se donnait à Bruxelles sur Brancusi, qui était un sculpteur qui vivait à Paris, un sculpteur très important. Et j'avais vu cette exposition, mais sans un récit. Et bon, voilà, j'avais vu des choses qui étaient touchantes, émouvantes, etc. Et notamment le baiser de Brancusi, qui est voilà, quelque chose de très primitif, hein, qui n'est pas du tout maniéré, etc. Un baiser assez brut. Et je l'avais vu comme ça dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, je l'avais vu avec un guide qui m'avait expliqué les conditions de la création de cette baiser, puisque Brancusi était un élève de Rodin. Et il s'était pris le bec avec Rodin, il en avait marre du maniérisme de Rodin, de ce côté vraiment obsessionnel de Rodin, et presque comme une espèce de revanche et d'une vengeance sur Rodin. Vous avez vu le baiser de Rodin, vous avez vu le baiser de Brancusi, c'était presque une volonté subversive, une volonté de provocation, hein, presque une colère qu'il éprouvait dans cette œuvre. Quand vous entendez ce narratif, ce baiser prend évidemment une valeur encore plus... Vous mettez à la place de Brancusi et vous comprenez ce qu'il a ressenti. Et ben voilà, ce narratif était indispensable pour moi, et c'est de plus en plus le cas souvent avec les œuvres modernes. Ce n'est pas du tout pour dévaloriser l'art moderne, hein, mais ce discours-là est, à mon avis, très très important. Alors je dis une liste de choses pour dire que l'IA ne sera jamais une artiste authentique. Il manque le filtre subjectif et émotif de l'artiste. Aujourd'hui, l'artiste importe autant que l'œuvre. Le côté pastiche, j'en ai beaucoup parlé, hein, dévalorise la créativité de l'IA d'aujourd'hui comme le sont les copistes ou les faussaires.
Néanmoins, l'IA continue à valoir pour elle-même. Les conditions de production font appel à un arrière-fond historique, sociaux et culturel dont les logiciels seront, à mon avis, toujours dénués. Un logiciel n'est pas au monde. Un artiste est au monde. Un artiste vit la société. Un artiste peut partager, c'est ce qui plaît, c'est ce qui ne plaît pas, c'est ce qui provoque la colère, un peu ce que fait Brancusi à l'époque de son œuvre. L'IA reste. Évidemment, mon idée, ce n'est pas de descendre l'IA. Je fais de l'IA depuis 40 ans. Je ne vais pas venir ici à la conclusion d'un talk et dire que l'IA vaut plus rien. Non, l'IA est un outil exceptionnel. Les réseaux de neurones sont des outils exceptionnels. J'ai essayé de vous le dire dès le début. Et cette capacité, d'ailleurs, de conceptualisation peut faire que peut-être que les réseaux de neurones de demain vont comprendre ce qui fait la subversion dans l'histoire de l'art. Et que dans les couches cachées, vous allez avoir les prochains processus subversifs de l'art. Je ne dis pas que l'IA ne va pas arriver au niveau de créativité transformationnelle que Maggie Boden appelle de ses voeux. Il n'est pas du tout impossible que les couches cachées y parviennent. On verra, l'histoire nous le dira, mais l'IA est un outil, et ses réseaux de neurones, et ses transformeurs, et ce chat GPT est d'une puissance exceptionnelle. Donc ce sont devenus des outils absolument indispensables à la conception artistique, et ce serait tout à fait idiot de s'en passer. Donc j'encourage évidemment tous les artistes à les utiliser. Je pense que ces outils n'atteindront jamais l'autonomie éventuellement auquel ils aspirent, puisqu'il faudra toujours un accompagnateur humain. Mais il faudra aussi, et c'est une conclusion importante, il faudra aussi que cet outil, que cette utilisation se dote d'un narratif intéressant. 3 recommandations simples pour l'artiste. Ne pas oublier l'IA symbolique, j'ai suffisamment insisté. Ne pas oublier l'IA symbolique qui explicite la démarche, donc qui a des qualités en soi. Favoriser le life et la performance de l'artiste humain dans sa production. Et s'il y a fait partie de l'œuvre, soigner et d'enrichir le narratif. Je terminais juste par, parce que c'était mon dernier slide, j'ai terminé par l'histoire des Beatles. Il y a un truc intéressant avec les Beatles. François Pachet fait les Beatles, fait une œuvre des Beatles qui s'appelle Des Discards. Vous pouvez la voir sur YouTube, elle a été écoutée des millions de fois. C'est chouette, c'est sympa. On comprend. Et puis Paul McCartney utilise l'IA pour faire la dernière chanson. Vous l'avez peut-être vu, ça s'appelle From No One, je ne me rappelle plus, le dernier tube. Et il a utilisé l'IA de manière extrêmement ingénieuse. Ils avaient enregistré une chanson dans les années 70 et 80, etc. Et c'était John Lennon qui l'avait enregistrée au piano. Il voulait absolument retrouver la voix de John Lennon, mais faire une séparation des sources, c'est-à-dire la moderniser avec un accompagnement instrumental qui était un tout petit peu plus moderne que celui que John Lennon utilisait à l'époque. Et donc, il a retrouvé la voix de John Lennon, qu'il a mis avec une orchestration beaucoup plus sophistiquée. Je trouvais que ça, c'était un narratif super intéressant, que je préfère, de fait, au narratif de Pachet, qui consiste à dire toute amitié que j'ai pour François Pachet, qui consiste à dire je l'ai bourré jusqu'à l'indigestion de chansons de Beatles, et il m'en a fait une. Bon, narratif un peu pesant. Tandis que le narratif de McCartney, tout McCartney qu'il est, on peut imaginer qu'il a aussi le génie de la narration. Et il a dit, ben voilà, j'ai retrouvé la voix de mon John, simplement je l'ai modernisé, etc. Et c'est une utilisation extrêmement puissante de l'IA. Et c'est sur cette dernière anecdote que je vous laisserai. Merci de votre attention. Et merci, M. Bersini. Déjà, super intéressant comme première grande conférence pour ouvrir la journée de mardi. On a une période questions. Si le public ici présent avec nous avait des questions pour M. Bersini, speak now. C'est le temps de vous présenter et de poser une question si vous en avez. On a un micro ici à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se mouille? Oui, Philippe. Tiens, attends, on t'amène un micro, Philippe. Merci beaucoup, Hugues. Vraiment super intéressant. Il y a quelque chose que tu as mentionné. Tu as parlé un peu d'IA symbolique, hein, je pense. Mais tu as mentionné quelque chose comme quoi on était dans un trou noir où l'IA des réseaux de neurones semble tout absorber. Et je le constate aussi, naturellement. Et ce qui me surprend surtout là-dedans, c'est le fait que les réseaux de neurones eux-mêmes sont nés dans un désert de réseaux de neurones. C'est-à-dire que si on se rappelle bien leur genèse, à l'époque, ce n'était pas populaire du tout. On parlait beaucoup d'IA symbolique, on avait de la difficulté à se faire, à avoir des subventions comme chercheur en IA de réseaux de neurones. Et aujourd'hui, la table a tourné et je suis quand même surpris que ceux qui ont vécu, les chercheurs qui ont vécu dans ce désert-là, ne soient pas plus vocaux quant à l'absence de recherche alternative ou de recherche qui irait en dehors de ça. Je ne sais pas, c'est plus un commentaire, mais j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à diversifier nos investissements en recherche systématiquement? Ce n'est pas la preuve qu'on a eue à l'époque de l'IA symbolique qu'une plus grande diversité aurait été bénéfique. Et est-ce qu'on a appris de ça aujourd'hui?
D'abord, pourquoi il n'y en a plus qui prennent beaucoup la parole? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts déjà. Donc, ce qui est assez extraordinaire, quand tu prends la première conférence d'IA, c'est la fameuse de Dartmouth en 1956, les deux écoles sont représentées. Il y a l'IA symbolique avec des gens comme John McCarthy. Noam Chomsky est là un tout petit peu en arrière-plan, mais il est quand même déjà actif. Et puis, il y a l'IA neuronale avec des gens comme McCulloch, Pitts, etc., et qui montent les réseaux de neurones. Il y a d'ailleurs l'IA apprenante, puisqu'il y a le premier joueur de dames, pas d'échecs, qui apprend par renforcement. Donc, les deux IA sont là. Et de fait, tu le sais, les réseaux de neurones ne font pas l'unanimité. D'abord parce qu'il fallait les coder, on n'avait pas la puissance qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les datas. Donc c'était une idée déjà. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le cerveau devait parler. Dans la conception de machines intelligentes, le cerveau devait parler. Et les réseaux de neurones ont quand même un peu vécu. Et puis il y a eu le fameux article de Minsky Paper qui dit les réseaux de neurones ne savent pas faire un XOR. Tu te rappelles, tu connais l'histoire. Et les Américains, ils sont très binaires. Ça passe ou ça casse. Donc il y a un article fait par un type important de la communauté qui dit les réseaux de neurones, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai revécu la première résurrection. Et c'est vrai que ces basculements sont un peu énervants. On parle d'ailleurs d'hiver et d'été, de l'IA. Moi, j'avoue que j'ai une communauté neuronale que je connais bien. Tu vois, des gens que toi, tu connais bien, comme Josua, Yann Lequin, Josh Hinton. Ils étaient très actifs dans les années 80. Alors, ils ont maintenant la gloire qu'ils ont, mais ils faisaient déjà ce qu'ils faisaient dans les années 80, mais on en parlait moins. Donc, ce qu'il faudrait, c'est comme tu dis, il ne faudrait pas jeter tous ses œufs dans un panier. Il faut en effet diversifier. Et je pense que l'hybridation symbolique neuronale, comme on en parlait, a encore des beaux jours devant elle. Et si je peux juste me permettre un petit commentaire en terminant. Un truc dont je pense qu'on peut être fier au Canada en général, c'est que CIFAR, le Centre Canadian Institute for Advanced Research, c'est un des rares qui donnait encore du financement à l'IA connexionniste, au réseau de neurones. Puis, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les réseaux de neurones sont tellement forts au Canada. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'a pas assez appris de l'importance de la diversité en recherche. Et puis, je suis content de vous entendre aujourd'hui en parler un peu. Merci, Philippe. Merci, Philippe. On a encore le temps pour une ou deux autres questions du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question pour M. Bersini? Oui, à gauche de la salle, on vous amène un micro. Votre nom et votre question. Merci. Je m'appelle Ibrahim. Je viens du Cameroun. J'ai été invité par Africa Tech. Je fais un doctorat à l'Université de Montréal en sciences humaines appliquées. Et moi, je voudrais un peu m'interroger sur l'utilisation de l'IA dans le milieu universitaire. Est-ce que, selon vous, ça ne participe pas, à travers ces algorithmes, à dénaturer un peu, à déshumaniser un peu la recherche? Merci. Alors, la première partie, merci de votre question. La première partie de mon exposé, c'est une vraie préoccupation en tant que professeur à l'université du tsunami ChatGPT. Parce que dans toutes les universités du monde, évidemment, on le vit au premier plan quand on est prof dans une université, il y a quelque chose de radical qui est en train de se passer et que les étudiants, d'une certaine manière, conduisent par leur utilisation massive des outils qui sont mis à leur disposition. Bon. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dès le départ avec l'exemple du tri. Moi, j'ai une grande admiration pour le professeur de Harvard qui essaye d'illustrer le tri par une pratique pédagogique, mais qui demande des moyens, qui demande beaucoup plus de professeurs, parce que ça va être très exigeant d'un point de vue humain, ça, parce que même évaluer la compréhension, c'est beaucoup plus compliqué que simplement de voir un code et d'avoir un outil pour tester la qualité du code, qui est automatisé, si vous voulez. Là, aujourd'hui, il va falloir mettre de l'humain, de la compétence, de l'empathie dans tout le processus éducatif. Donc j'ai, moi, vraiment une très grande crainte de la fabrication des prochains crétins digitaux, là, comme je l'ai dit. On voit d'ailleurs que les mémoires aujourd'hui, s'il y a des professeurs universitaires ici dans la salle, peut-être qu'ils en sont, comme moi, tout à fait conscients, 100% des mémoires sont, à un certain moment de leur élaboration, ils sont mis à la disposition de ChatGPT, qui améliore, qui fait l'état de l'art, qui les traduit quand c'est du français à l'anglais, qui améliore aussi certaines tournures de phrases. D'ailleurs, on n'a jamais eu des mémoires d'une telle qualité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui est vraiment très, très, très désarçonnant. Et j'ai essayé de donner quelques recommandations très, très naïves pour remettre certainement les éducateurs, les enseignants au milieu de la scène, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle plus important à jouer. Ils doivent absolument s'accaparer ces outils, ils doivent les comprendre. Il faut que les enseignants utilisent ChatGPT et l'IA dans leur pratique éducative, parce que les étudiants le font.
Donc, il ne faut pas qu'ils se laissent dépasser par les étudiants. Il faut qu'ils en fassent une utilisation, mais plus intelligente que les étudiants, pour continuer, grâce à ces outils, de tester leur compréhension. C'est une vraie révolution dans l'enseignement, mais pas qu'universitaire, hein, dans l'enseignement secondaire. J'ai une petite fille qui devait faire un exposé sur Venise, parce qu'on lui avait fait découvrir Venise, elle a 7 ans, et on a demandé à ChatGPT de lui faire un exposé sur Venise d'une page à la manière d'une petite fille de 7 ans. Et il a fait un exposé extraordinaire. Donc même une petite fille de 7 ans peut utiliser ChatGPT. Vous voyez. Donc, ça va vite. On est un peu dérouté, on n'a pas vu venir. Ça s'est installé avec une espèce de puissance et de vélocité terrible. Et il faut se réformer profondément. Et merci beaucoup pour votre question. On a le temps pour une dernière question. Je vois déjà un micro en main. Dernière question, votre nom, votre question. Allez-y. Du coup, moi, c'est Edgar Makin. En fait, c'est drôle parce qu'il y a 10 ans, j'étais votre étudiant. Merci. Je suis de Bruxelles. Mais du coup, en fait, je voulais rebondir sur ce point-là parce qu'en fait, je pense réellement qu'il faut en fait, réformer, comme vous dites très bien, le système éducatif pour pouvoir, comme vous l'avez dit durant votre présentation, en fait, évaluer la compréhension et même peut-être revoir même le système de mémoire. En fait, il faut peut-être plus faire de mémoire, mais peut-être se montrer comme faire un talk ou bien montrer vraiment le processus éducatif plutôt que... et donc, il y a un travail très grand à faire, de remettre à jour tout le système éducatif pour en fait, aller vers l'avant. Et comme on utilise la voiture aujourd'hui, on ne va pas commencer à marcher pour dire qu'on va aller faire l'effort de marcher jusqu'à un endroit. Il faut utiliser ces outils-là pour aller de plus en avant, mais en gardant cet aspect critique et en gardant ce processus éducatif, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire sur ceci. Merci, je suis content, je suis fier d'avoir fait des étudiants comme vous, qui ont une vraie réflexion sur... oui, mais bien sûr, les universités, les systèmes d'enseignement se sont toujours réformés avec les technologies. On l'a vu, évidemment, avec l'apparition des moteurs de recherche, d'office, des outils de traitement de texte, etc. Les étudiants sont toujours en avance sur les professeurs. Ça, c'est un constat, parce que de fait, ils sont très, très vite plus habiles à manipuler ces technologies. En plus, les professeurs, parfois, il y a un peu de conservatisme, il y a un peu d'inertie, et de fait, je crois qu'il doit y avoir une impulsion qui est donnée aujourd'hui dans les milieux éducatifs, et surtout qu'on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que toutes les universités du monde se retrouvent confrontées, on ne se parle pas suffisamment. Il y a des outils qui sont, par exemple, la vidéo que je vous ai montrée de ce professeur à Harvard, comme il est très, très passionné par les processus éducatifs, il a fait maintenant un outil AI pour enseigner la programmation, mais vraiment de fait, donc il utilise ChatGPT, mais de manière extrêmement ingénieuse, et il demande à ses étudiants d'utiliser ça plutôt que d'utiliser Copilot, etc. Donc, quand l'étudiant a un problème, donc en fait, ce que fait cet outil, c'est de challenger la compréhension de l'étudiant. Et ça, c'est très important, évidemment. C'est pas de lui donner la solution sur un plateau d'argent, c'est vraiment de le mettre au défi, de comprendre. Et donc, je pense que l'IA peut faire ça, mais c'est pas l'IA comme on nous la donne aujourd'hui. Il faut retravailler les utilisations de ces modèles de langage pour, de fait, mettre les étudiants à l'épreuve de ces modèles. Oui, merci de votre question. Alors, merci beaucoup pour vos questions et merci encore, M. Bersini, pour cette excellente première grande conférence d'ouverture. On l'applaudit. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va passer à un petit générique et tout de suite après, alors ne quittez pas parce qu'on va tout de suite passer à la prochaine grande conférence. Ceux qui doivent quitter, mais sinon, on reste là. On passe à la prochaine conférence dans quelques instants.